Alors bonsoir, bienvenue à cette neuvième séance du séminaire Espace essayistique. Séance ambitieuse parce qu'on va essayer de combler l'espace entre les essais de Montaigne finalement et la production moderne. Donc, il s'agit de parler du 17e, 18e, 19e siècle en l'espace d'une seule rencontre. On va le faire au pas de course, mais c'est important de le faire parce qu'il s'agit de créer un pont entre notre propos depuis le début du séminaire et le vôtre qui va débuter la semaine prochaine avec les premiers exposés. La plupart de vos présentations ont partie liée avec des auteurs contemporains. Donc, on aura quand même un ratis assez large. Vous aurez remarqué que vous n'avez pas reçu de texte cette semaine pour l'essai du jour. C'est qu'en fait, il y en a plusieurs essais du jour. Il y en a une bonne dizaine qui sont contenus dans la présentation et on n'aura pas le temps de commenter les textes de façon aussi approfondie que ce qu'on faisait les semaines précédentes. On va les survoler assez rapidement et on va voir de toute façon que au point où on en est avec les éléments de typologie dont on s'est doté et ceux qu'on va proposer encore aujourd'hui, on a une assez bonne idée de ce que c'est qu'un essai et des caractéristiques qui lui sont propres. L'histoire de l'essai, donc, va nous occuper aujourd'hui dans les perspectives de la littérature universelle. Ça ne concernera pas que l'essai français. On ne parlera pas que de ce qui s'est passé en France au 17e, 18e, 19e siècle. On va parler aussi surtout de l'Angleterre et on va essayer de déborder un peu à partir de ça. Cette histoire de l'essai, cette histoire universelle de l'essai reste encore à écrire. Vous pourriez chercher longtemps dans une bibliothèque un livre d'histoire de l'essai. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas véritablement là, de satisfaisant. Il y a des petites plaquettes là, qui parlent de l'essai, du genre que sais-je sur l'essai, qui vont vous faire un petit topo historique. Dire grosso modo, ça commence avec Montaigne, mais en fait, ça commençait même avant Montaigne parce que ce n'est que Plutarque faisait déjà quelque chose comme, bon, on connaît un peu la chanson, mais on ne va pas au-delà. Alors, quand on cherche à établir, en tout cas, des points de repère, à tout le moins, quant à l'histoire du genre, on est un peu démuni. Et ça aussi, c'est un problème dans notre réflexion sur l'essai parce que si on veut comprendre son évolution, si on veut comprendre sa pratique si variée aujourd'hui, si polymorphe, si protéiforme, c'est nécessaire de se pencher sur son évolution historique. Sinon, on ne comprend pas comment on a pu en aboutir là. Qu'est-ce qui s'est passé de Montaigne à aujourd'hui pour qu'il y ait une telle prolifération de possibles, de formes, d'orientation? C'est ce qu'on va chercher à élucider aujourd'hui à travers notre topo historique. Alors, au sommaire, fortune et évolution du genre, on va voir tour à tour les points suivants. La tradition anglaise, d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre très rapidement à la suite du triomphe de Montaigne? On pourrait penser que c'est en France que ça a décollé, l'essai est très fort, mais non. C'est pas en France qu'on va écrire les essais les plus importants d'abord. C'est Montaigne qui inaugure le genre, ça je pense qu'on l'a assez clairement établi, mais à sa suite, même s'il y a d'autres textes qui vont être publiés, qui vont porter le titre d'essai, on va faire tout sauf de l'essai, en fin de compte. C'est vraiment pour capitaliser sur la vogue de ce mot-là, de ce titre, de ce genre, dont on n'a pas compris grand-chose, qu'on va s'en emparer, mais pour le dénaturer en quelque sorte. Parce que si vous regardez les essais de théologie qui ont été publiés, entre autres à la suite des essais de Montaigne, à la Renaissance, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que fait Montaigne. Et en fait, ce n'est même pas de l'ordre de l'essayistique. Il s'agit le plus souvent de traités de philosophie, finalement, qui essaient juste de capitaliser sur ce terme très tendance de essai. Alors, ceux qui vont s'emparer vraiment de la forme, du nom, du genre de l'essai et faire leur profit de tout ça, ce sont les Anglais. C'est pour ça qu'on va commencer par la tradition anglaise. Et on va voir par la suite, on va retrouver les Français qui se réveillent à un moment donné et qui vont tirer profit eux aussi de cette forme extrêmement polyvalente. On va donc parler en deuxième partie des métamorphoses classiques. Et quand je parle de classicisme, je pense surtout au XVIIe siècle, c'est l'époque classique par excellence. Et enfin, on va parler de l'essai au temps des Lumières pour déborder aussi sur le 19e siècle un peu parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout ça. D'ordinaire, j'ai 7 pages de notes pour un séminaire. J'en ai 14 aujourd'hui. Ça vous donne un peu une idée
de la charge de tout ça. Je vais laisser tomber des trucs, c'est certain, je n'aurai pas le temps de tout vous dire. En fait, j'ai un peu fait la synthèse de 2 séminaires que je donnais précédemment, mais on va voir ce que ça donne. On commence par la tradition anglaise d'abord. Et vous aurez reconnu peut-être le portrait d'Élisabeth Ière, qui a été une grande reine, une grande souveraine de la Renaissance, très influente, très impliquée, bien sûr, dans toutes les affaires qui touchent à la politique, mais aussi à la littérature, qui a été derrière des écrivains qu'elle a pensionnés, qu'elle a protégés. Donc, c'est une source d'inspiration pour plusieurs, dont notamment Francis Bacon. Lord Francis Bacon est probablement responsable à lui seul de la vogue formidable, de la fortune exceptionnelle du genre dans le monde anglais. C'est le premier à se revendiquer de la pratique essayistique et à s'emparer du titre de Montaigne puis dire, OK, ben moi, à la suite de Montaigne, je vais écrire mes essais. Alors, il a compris que Montaigne a créé quelque chose, même s'il refuse de lui donner la palme tout à fait, on va le voir plus loin. Il a compris le potentiel de la forme et il va revendiquer nommément son appartenance, l'appartenance de son œuvre à cette forme littéraire en intitulant son recueil « Essays ». Alors, il reprend le mot en anglais, Essays, on va voir ce qu'il lui ajoute et ce qui va informer un petit peu différemment le parcours de sa réflexion. Mais on lui doit donc cette tradition formidable en Angleterre, mais en même temps, on lui doit d'avoir induit une tension dans la forme. Il a une compréhension de l'essai qui n'est pas la même que celle de Montaigne. Montaigne, qui est le premier théoricien du genre, a beaucoup réfléchi sur la forme qu'il pratique, qu'il met en place. Et Bacon, qui l'a lu, l'a fréquenté, n'a pas tout compris le propos de Montaigne, ou s'il l'a compris, en tout cas, a choisi délibérément d'en négliger la partie la plus essentielle, c'est-à-dire la dimension autoportrait. Ce qui va se passer avec Bacon, c'est qu'il va évacuer complètement la composante subjective. Alors, imaginez, s'il y avait quelque chose de précieux dans l'invention de l'essai à la Renaissance, c'était l'émergence du moi qui s'affirmait à travers l'écriture, à travers la réflexion. Et là, voilà que tout d'un coup, on s'empare de cette forme polyvalente, mais pour l'émasculer, lui enlever ce qu'elle avait de plus stimulant, de plus original, de plus vif, cette dimension d'autoportrait, cette subjectivité forte qui la démarquait des autres productions contemporaines. Alors, c'est un peu malheureux pour nous de voir ça. Ça n'enlève rien au mérite de l'écrivain qui a une belle plume et qui est un styliste compétent et qui, à lui seul, va être emblématique de toute une tradition stylistique. Mais ça explique bien les choses. Ça explique pourquoi, après ça, tout de suite après Bacon, on va s'employer à l'imiter lui plutôt que Montaigne. Et ça va créer ce schisme dans la pratique de l'essai qui explique bien les choses aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les essais sont si différents dans le monde académique, par exemple, que dans le monde littéraire? Ben, c'est parce qu'il y a 2 traditions concurrentes, essentiellement, une incarnée par Bacon et l'autre incarnée par Montaigne. Déjà là, on a une réponse à une des énigmes les plus lourdes de conséquences de notre séminaire jusqu'à présent. Alors, Montaigne a inventé un genre qui a connu une postérité exceptionnelle, mais cette postérité, elle a été un peu détournée par Bacon. Bacon, aux yeux des Anglais, est le véritable inventeur du genre. Pour moi, c'est une hérésie. Ça me vexe profondément quand je lis que Francis Bacon a inventé la forme de l'essai. Vraiment, là, c'est une aberration. Mais ils sont nombreux à prétendre que c'est lui le véritable inventeur de la forme et que donc, il était tout à fait légitimé d'évacuer toute subjectivité et d'en faire un genre objectif. Il n'y a pas de cas à se faire par rapport à ça. C'est lui qui l'invente. Oui? Ceux qui considèrent que Bacon est l'inventeur des essais, ils disent quoi des essais de Montaigne? C'est à croire qu'ils ont pas lu puis ils ignorent l'existence de Montaigne, mais la plupart du temps, ils le considèrent comme pas vraiment conséquent, c'est-à-dire que c'est une forme qu'il expérimente, Montaigne, mais en amateur, alors que Bacon va la professionnaliser. C'est pour ça qu'il le considère comme l'inventeur véritable, parce que lui, il en fait un truc de philosophe. C'est le genre par excellence du philosophe, moderne, anglais, et d'autres après lui vont écrire de cette manière. Locke, par exemple, John Locke, David Hume vont suivre cette tradition-là plutôt que celle de Montaigne. Donc, pour les Anglais, ça va de soi. Là. Montaigne, c'est un amateur.
Le vrai pro, c'est Bacon. Imaginez comment je m'étouffe quand j'entends ça. J'ai de la misère un petit peu. Pour moi, clairement, je vous le dis, Bacon a dénaturé le genre, mais les Anglais considèrent qu'il a rendu un grand service à la forme en l'expurgeant de toute subjectivité. Alors, on va examiner dans une perspective particulière à travers ceux qui ont voulu situer leur pratique de l'essai explicitement en rapport avec Montaigne ou en porte-à-faux avec Montaigne. Alors, dans le cas de Bacon, c'est vraiment pour se distinguer de Montaigne qu'il pratique l'essai. Mais on va en voir à la suite de Bacon qui vont vouloir renouer avec la pratique montaignienne. C'est pas vrai que tous les Anglais vont faire des essais à la manière de Bacon. Il y en a qui vont écrire aussi comme Montaigne. Et heureusement, ils vont préserver la flamme. Alors, on commence avec Bacon d'abord, philosophe et homme d'État anglais, qui publie en 1597 pour la première fois son recueil d'essais qui s'intitule Essays and Counsels, Civil and Moral. Alors, si on traduit le titre, ça donnerait Essais et délibération. Counsels, ça peut être conseil, mais dans le sens où il emploie, ça veut dire plutôt délibération, réflexion, débat avec soi-même, sur des questions civiles, politiques, donc, et morales. Donc, il restreint tout de suite, d'emblée, dans son titre, le champ d'investigation possible de l'essai. L'essai ne concerne que les affaires d'ordre politique ou moral et les délibérations autour de ces questions-là. Alors, c'est quand même une forme essayée, c'est-à-dire que pour Bacon, ça se distingue d'un traité traditionnel de philosophie, parce que le traité traditionnel de philosophie, dont il est parfaitement capable, hein, il va signer un monument de la philosophie dont on va parler tout à l'heure, le Novum Organum, qui est une référence. Le manuel de philosophie traditionnel, il s'écrit en latin. Et c'est l'œuvre vraiment d'un chercheur chevronné, savant, et avec toutes les références qui s'imposent et tout. Alors que là, dans le cas de la pratique essayistique, on peut se permettre de se comporter un peu plus nonchalamment avec cette négligence diligente dont on parlait la dernière fois. Il a compris le profit et la facilité de la forme. C'est pour ça qu'il s'en empare. Et non content de voler à Montaigne son genre, il se permet aussi de le relativiser son mérite. Il écrit « The word essay is late ». Effectivement, c'est Montaigne qui l'introduit pour la première fois comme titre d'une œuvre, véritablement. But the thing is ancient, for Seneca's epistles to Lucilius are essays, that is, dispersed meditation. Il est en train de dire, finalement, Montaigne n'a rien inventé. Parce que si vous avez lu les lettres de Sénèque à Lucilius, vous aurez compris que c'est pas mal la même chose. C'était déjà des essais. On s'est passé cette réflexion-là. Quand il y a été question des précurseurs de l'essai, on dit c'est vrai que quand on lit Sénèque, on lit Pétrarque, plus tard plutôt, on lit Cicéron, on a des réflexions qui s'apparentent pas mal à ce que fait Montaigne, sans que ce soit tout à fait un essai au sens où l'entend Montaigne. C'est assez proche à certains égards. C'est-à-dire des méditations éparses, dispersées sur différents sujets. Donc, il est en train de réduire considérablement le champ d'investigation de l'essai et enlever du mérite à Montaigne en disant ben, il n'a rien inventé de spécial, sinon peut-être cette idée qu'il a eue de donner ce titre à son recueil, et je l'en remercie, je vais faire pareil, mais il ne pense pas qu'il a fait quelque chose de vraiment novateur. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec Bacon là-dessus. Et il a beau jeu de dire ça parce que il veut se distinguer, il veut lui montrer que sa pratique de l'essai, sa compréhension de la forme est supérieure et beaucoup plus intéressante. Bacon figure aussi comme le père du genre, donc pour les Anglais. Il y a deux pères à l'essai, selon les traditions littéraires. Selon la tradition française, c'est Montaigne, ça va de soi. Selon la tradition anglaise, c'est plutôt Bacon. Alors, on oppose parfois cette tradition française issue de Montaigne à la tradition anglaise inaugurée par Bacon, et on va voir comment les deux s'entrecroisent à travers les siècles constamment. C'est-à-dire que tantôt, les Anglais vont se référer à Montaigne d'abord ou à Bacon au contraire, et les Français de même. Il y a des Français qui vont pratiquer l'essai à la manière des Anglais, ce qui est paradoxal, parce que les Français auraient un modèle sous la main parfaitement convenable, mais ils vont plutôt s'aligner sur Bacon. Ça va créer toutes sortes de distorsions.
de dissonance cognitive, et on y perd un peu le fil. C'est un sympathique personnage quand même que ce Bacon. N'avez pas pensé que, parce que je le critique d'avoir pillé Montaigne et d'avoir détourné un petit peu les projecteurs vers lui, que je ne trouve pas intéressant. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Il faut savoir que c'est un homme d'État, un serviteur de la couronne, d'abord comme avocat général, mais aussi comme, j'ai oublié son titre officiel, chancelier, qui a connu une carrière vraiment fulgurante, qui a eu droit aux plus grands honneurs, mais aussi au grand déshonneur. Il va tremper dans des affaires de corruption et à un moment donné, on va lui faire un procès et on va lui dire, il va falloir répondre des chefs d'accusation. Il dit, OK, lisez les chefs d'accusation, puis je vais plaider, je suis coupable de tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On va les lire un à un et sur chacun, vous allez plaider. Alors, on l'a obligé à plaider sur une centaine de chefs d'accusation systématiquement coupable. L'humiliation totale. Hein? Et ça fait un peu tâche sur le dossier du philosophe, grand homme d'État, mais il faut comprendre qu'il y a là-dessous des affaires un peu louches. Il a servi de couverture pour des gens plus corrompus que lui, donc il ne faut pas lui faire un procès post-mortem. Mais ça vous donne un portrait de l'homme. C'est un intrigant aussi, Bacon. Ce n'est pas juste un modèle de philosophe, c'est un homme d'une certaine stature, imbu de lui-même, arrogant à certains égards, donc qui a l'ego assez gonflé. Plusieurs éditions vont se succéder à partir de cette première édition en 1597 des essais de Bacon. Il va revenir constamment sur sa création, comme Montaigne l'avait fait. Vous vous souvenez que Montaigne aimait pratiquer l'allongeaille, il revenait sur sa copie, éditée, puis il écrivait des commentaires à l'attention de l'éditeur en disant la prochaine édition, il faudrait insérer ce commentaire-là, rayer ce mot, mettre plutôt celui-ci, ainsi de suite. Alors, il fait un peu la même chose et va dans le sens de la dilatation. Au départ, la première édition, c'est des courts passages. On parlerait plutôt d'apophthegme plutôt que d'essais ou d'aphorisme plutôt. Alors, c'est quoi l'aphorisme? C'est un peu comme la maxime, si vous voulez. C'est un texte qui tient en lui-même, autoportant, dans le sens où il ne fait pas référence à aucun autre texte. On n'a pas besoin d'avoir lu autre chose. C'est un petit passage, une réflexion qui, sans prétendre à l'exhaustivité, va adopter une posture assez péremptoire, là, comme si on disait une vérité, une évidence, et qui appelle au ralliement. Là. Alors, je décline ici des vérités, vous ne pouvez être que d'accord avec moi. Alors, c'est une posture assez particulière du philosophe qu'on retrouve chez Nietzsche, notamment. Si vous avez déjà lu Nietzsche, vous savez qu'il pratique beaucoup l'aphorisme, par-delà le bien et le mal, par exemple, et c'est assez efficace. On lit ça, puis ça a l'air d'une série de déclarations là, vraiment péremptoires, vraiment convaincantes, auxquelles on est invité à se rallier, mais qui, en même temps, admettent le doute là, et admettent qu'il y a d'autres possibilités. C'est juste que ça prend une forme presque prescriptive là, à certains égards. Alors, il va revenir sur ces courts essais dont le style se rapproche davantage donc de l'aphorisme au départ que de la méditation suivie, systématique. Et plus il va avancer, à la deuxième édition de 512, il va ajouter des nouveaux textes et il va retoucher les premiers aussi. Alors, l'édition de 1612 comprend 39 textes avec ceux de la première édition légèrement retouchés. Il y a une autre édition qui paraît en 1624 qui comporte cette fois-ci 58 textes. Donc, il a fait comme Montaigne, il a non seulement revu sa copie, mais il l'a aussi étendu. Il a décidé de composer de nouveaux essais et a repris plus systématiquement les textes des éditions précédentes, de sorte que là, on a affaire à de véritables essais. Au départ, c'était des petits paragraphes, une page, 2 pages, des fois, vraiment plus des aphorismes que des essais, mais il les gonfle et ça finit par prendre des proportions assez considérables. Entre les essais de 1597 et la version de 1664, Bacon a développé sa conception du genre, a compris que l'aphorisme avait ses limites et a complété ses remarques brèves en enrichissant la réflexion. Et à travers ces nombreuses éditions, il se trouve à consigner les grandes lignes de sa philosophie morale. Il l'a fait aussi dans ses traités, mais il comprend que
c'est probablement ce texte-là qui va être le plus lu, plus susceptible d'être reçu par la postérité. L'autre traité savant dont je parlais tout à l'heure, le Nouveau Morganum, c'est pour les savants, mais c'est pas pour le grand public, alors que ça le rend plus accessible auprès du commun des mortels. C'est une forme plus proche de la vulgarisation philosophique. Ces textes se fondent souvent sur un examen des ressorts privés et publics des passions, qu'il s'agisse de l'envie, de l'amour, encore de l'amitié. Il aborde les mêmes thèmes que Montaigne. On trouve des essais qui s'intitulent Of Friendship, par exemple. C'est carrément la même chose que chez Montaigne, de l'amitié. Of Friendship, c'est la traduction littérale, mais il va en parler dans une perspective beaucoup plus impersonnelle. Là où tout de suite on voit la différence, c'est qu'il n'est pas question pour lui de parler de ses amis personnels, de nous expliquer, par exemple, sa proximité avec, je sais pas moi, l'amant de la reine, par exemple. Il était très ami avec l'amant de la reine. C'est une très bonne idée, là, de se rapprocher des cercles du pouvoir de cette façon-là. Mais il ne nous parle pas de ça. Ça serait inconvenant. Rien de ce qui participe de l'intime ne transpire dans ce texte. Il reste très privé sur ces sujets, sur sa personne en particulier. Et quand il parle de l'envie, l'amour, l'amitié, c'est dans des termes vraiment génériques pour en discuter comme un philosophe le ferait. Et il s'intéresse beaucoup au ressort privé public des passions, mais pas au ressort privé de sa propre existence. Pour Bacon, les principes de la vie privée trouvent souvent leur meilleure expression dans une subordination à l'intérêt public. Quand il va parler, par exemple, de l'amitié, ça va être l'amitié entre hommes d'État, par exemple, l'importance des amis chez les monarques, comment les monarques doivent s'entourer d'amis. Alors, ce ne sera pas pour parler d'amis personnels, intimes qu'il aurait autour de lui, mais vraiment plutôt l'importance des amis chez les monarques, c'est-à-dire dans la vie publique. Encore une fois, toujours en ramenant ça à la vie publique. Selon Bacon, les amis permettent au prince, par exemple, de comprendre le chemin d'une action juste. C'est l'ami qui va éclairer le monarque. Le monarque a tout intérêt à s'entourer d'amis sincères, authentiques, qui vont l'empêcher de faire des gaffes. Et il donne plusieurs exemples de ça dans ses essais. Et on va en lire quelques pages pour se donner une idée de ce à quoi ça ressemble l'essai chez Bacon. Et vous avez là un titre qui nécessairement nous fait penser à Montaigne, je le disais tout à l'heure, de l'amitié. On pense tout de suite à cet essai fameux du premier livre, où il est abondamment question de l'amitié de Montaigne avec la Boétie, et aussi abondamment question des traités de philosophie anciens, comme le De Amicitia de Cicéron, les traités sur l'amitié de Sénèque aussi, où les anciens vraiment vouaient un culte à ce sentiment, cette affection. Les anciens étaient convaincus que c'était une affection plus importante encore que l'amour romantique. L'amitié, on mettait ça devant l'amour romantique, c'est vous dire. Et Montaigne est convaincu de la même chose, convaincu que c'est plus important encore l'amitié que l'amour. Lui entreprend d'en parler avec les mêmes références, il a lu les mêmes auteurs, il reprend les mêmes exemples, on retrouve des exemples équivalents chez Montaigne, mais regardez comment il en parle de façon beaucoup plus impersonnelle. Il est curieux de noter quel haut prix les puissants rois et monarques attachent à ce fruit de l'amitié dont nous parlons. Alors, c'est pas je, c'est nous déjà. Alors, on a tout de suite une différence dans la façon de parler. Ce caractère impersonnel, il est sensible dans le renoncement à la première personne, qu'on retrouvait omniprésente chez Montaigne. C'est eux qui l'achètent bien souvent au risque de leur sûreté et de leur grandeur. On voit cependant qu'on est dans un texte réflexif, méditatif, qui n'est pas sans rappeler certains passages des essais dans le premier livre, à tout le moins, car les princes, vu la distance entre leurs conditions et celles de leurs serviteurs et sujets, ne sauraient cueillir ce fruit à moins pour s'en rendre capables d'élever certaines personnes au rang, pour ainsi parler, de leurs camarades et quasiment, j'ai sauté un mot, et quasiment de leur égaux, ce qui offre maintes fois les inconvénients. Nos langues, encore le nous, nos langues modernes donnent à ceux-ci le nom de favoris ou privados, comme si c'était une question de faveur ou d'intimité, mais le nom latin participant au souci. Alors, il donne une définition savante en référant au latin, la racine latine du mot. Participant au souci, l'ami, c'est celui qui participe à nos afflictions, qui se préoccupe de ce qui nous arrive, qui est capable d'empathie.
touche à la cause et l'utilité vraie, car voilà bien ce qui lie le nœud. Et l'on voit manifestement que ceci a été le fait non seulement des princes faibles et sentimentaux, mais des plus sages et des meilleurs politiques qui aient jamais régné, lesquels, souvent de fois, se sont associés certains de leurs serviteurs qu'ils appelaient leurs amis et qu'ils autorisaient aussi les autres à nommer de ce nom en employant le mot d'usage courant entre particuliers. Sylla, quand il gouvernait Rome, éleva Pompée, celui qui fut depuis surnommé le Grand, à une telle hauteur que Pompée se vanta de dominer Sylla. On retrouve ici une pratique qu'on voit souvent chez Montaigne, celle du recours à l'exemplum. Il illustre son propos par des exemples, souvent puisés dans l'Antiquité, souvent repiqués de Sénèque ou de Plutarque, mais mettant en scène des grands personnages historiques pour donner plus de crédit à son argumentaire. En effet, comme il avait enlevé pour un de ses amis le consulat que briguait Sylla, et comme celui-ci, assez mécontent, commençait à parler haut, Pompée se tourna vers lui et le pria formellement de se taire, vu qu'il y avait plus de gens pour adorer le soleil levant que le soleil couchant. Decimus Brutus, un autre exemple, avait acquis auprès de Jules César une telle faveur que celui-ci le coucha sur son testament comme héritier réservataire après son neveu. Et c'est lui qui eut assez de pouvoir sur César pour l'entraîner à sa mort. On sait comment ça va mal finir. Finalement, c'est Brutus qui va trahir César, qui l'avait traité comme son fils. Alors, vous voyez comment il accumule les exemples, comme le ferait Montaigne, mais encore une fois, de façon très impersonnelle, sans y mettre du sien, sans aucune dimension subjective, sans autoportrait, sans ramener ça à des circonstances de sa propre vie. En effet, comme celui-ci voulait renvoyer le Sénat en raison de certains mauvais présages, notamment d'un songe de Calpurnia, Brutus le souleva doucement de sa chaise par le bras, disant qu'il espérait qu'il ne reverrait pas le Sénat avant que sa femme eût fait un meilleur rêve, et sa faveur était si grande, semble-t-il, que dans une lettre qui est rapportée mot pour mot dans une des Philippiques de Cicéron, Antoine l'appelle Vénésica, la sorcière, comme s'il lui en sorcelait César. Lui aussi, comme Montaigne, est amoureux de ces exemples antiques, de ces anecdotes qu'il aime accumuler, parfois hors propos. Il y a des détails qui sont pas nécessairement utiles. Sans tomber dans la digression, il s'attarde un peu longuement dans cette énumération qui témoigne d'un goût pour l'érudition, montrer qu'on a lu et qu'on a retenu les leçons de l'Antiquité. Auguste éleva Agrippa, un autre exemple, si haut, malgré sa médiocre naissance, que lorsqu'il consulta Mécène sur le mariage de sa fille, Julie, celui-ci s'enhardit à lui déclarer qu'il devait prendre Agrippa pour gendre ou bien lui ôter la vie, et qu'il n'y avait point d'autre parti tant qu'il l'avait fait grand. Ces gens, sous Tibère, encore une fois, une accumulation d'exemples. On voit ça chez Montaigne, mais en général, il va y mettre son grain de sel, il va faire son petit commentaire éditorial, il va tourner ça à l'humour. Il n'y a pas de ça ici, c'est dépouillé. Il n'y a pas d'humeur, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas vraiment de point de vue qui s'exprime. C'est une succession d'exemples livrés en pâture au jugement du lecteur pour illustrer un point, mais sans y mettre beaucoup de soi. Ces gens sous Tibère étaient montés si haut qu'on les appelait et les considérait comme une paire d'amis. Tibère lui dit dans une lettre, « C'est à cause de notre amitié que je ne t'ai pas caché cela. » Trajan ou un Marc Aurèle, on aurait pu penser que cela provenait d'un excès de bonté, mais étant des hommes si avisés, d'une âme si forte et si grave, et si amis d'eux-mêmes qu'ils l'étaient, cela prouve très clairement que leur félicité, la plus grande qui ait jamais échu à un mortel, ne leur semblait qu'une moitié s'ils n'avaient un ami pour les compléter. Et qui plus est, ces princes avaient des épouses, des fils, des neveux, mais ceux-ci ne pouvaient leur fournir le même réconfort que l'amitié. On est très loin de, si on me demande pourquoi je l'aimais autant, mon ami, je ne sens que je ne peux répondre autrement que par cette phrase, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Phrase, mais d'une poésie sublime et qui veut tellement dire de choses. Alors, on est très loin de ça ici chez Bacon. Bacon, on est dans un style beaucoup plus dépouillé aussi et on comprend mal comment ça a pu devenir vraiment la référence en la matière. Là, on sent mon petit jugement de valeur ici. Je m'en excuse, je peux pas me retenir. Si la tension entre vie privée et publique donc, caractérise la réflexion morale de Bacon, il faut souligner parallèlement la dualité des essais. Parce que ce recueil propose à la fois, d'une part, une analyse éthique des principes individuels du comportement, qui peuvent à l'occasion être énoncés de façon prescriptive. Ça, c'est un autre truc qui le démarque de Montaigne, c'est que c'est un philosophe de profession. Bacon, il a écrit des traités qui se considère lui-même, d'abord, avant d'être chancelier, avant d'être avocat général, il se considère comme un philosophe de métier. Montaigne ne voulait pas de cette étiquette-là.
Alors, le philosophe de Béthie, lui, il se mêle de dire aux gens comment ils doivent vivre. Montaigne dit, moi, je suis un spectateur de la vie. Je ne dis pas aux gens comment vivre. Je regarde comment les gens vivent. J'essaie d'en tirer des leçons pour moi-même. Mais lui est dans la prescription. Il est dans l'ordonnance. On devrait faire les choses comme ça et pas autrement. Alors, il est en train de vous dire comment vous devez vivre votre vie. C'est pas la même posture. Déjà là, on est en rupture totale avec la posture essayistique telle que pratiquée chez Montaigne. De son analyse éthique, là, il découle des principes individuels de comportement qui mènent à des injonctions, à des prescriptions où on dit aux gens comment ils devraient mener leur existence. Et c'est en même temps une enquête sur le monde public de la politique. C'est presque un essai politique. On le voit dans le titre déjà, là, l'accent est mis là-dessus, d'une part sur la morale, mais d'autre part en civil questions as well. Il s'interroge beaucoup sur la politique. Alors, c'est en même temps une espèce d'étude sociologique, sociopolitique, si on veut, avant l'heure. La sociologie n'est pas encore constituée, mais il y a une réflexion quand même qui va dans ce sens-là, où il est, encore une fois, à la fois descriptif, il décrit l'état des lieux, comment la politique fonctionne à l'époque, mais aussi, il est prescriptif. Il dit comment on devrait se comporter. C'est aussi un livre, un peu à la manière du courtisan de Castiglione, qui vise à éduquer les gens à faire leur éducation politique. Voici comment on doit se comporter, comment on doit mener sa carrière si on veut prospérer finalement et si on veut que les choses fonctionnent rondement dans le royaume. Montaigne, qui s'est mêlé de politique, ne s'est jamais permis de telles prescriptions dans les essais. Et il va parler de visites faites par le roi qui lui demande conseil, des discussions qu'il peut avoir avec des grands seigneurs, de son passage comme maire à Bordeaux, mais jamais il se mêle de faire la leçon puis à dire aux gens comment on devrait mener sa carrière politique. C'est pas du tout le même rapport. Vous voyez comment c'est très différent. Les essais offrent aux lecteurs une réflexion morale fondée sur la nature de l'homme, et jusque-là, on est pas mal dans les mêmes eaux que Montaigne, mais qui se double d'un traité politique à l'usage des courtisans. Et à un moment donné, ce traité politique est fini par l'emporter sur la réflexion morale. C'est comme si ça devenait le cœur de sa réflexion, c'est son obsession, et en ça, il limite, encore une fois, le champ d'investigation de l'essai, comme si c'était un genre nécessairement voué à la réflexion politique. C'est comme si, tout d'un coup, l'essai ne pouvait pas parler de tous les sujets. Il parle d'abord de questions morales et toujours en lien avec la politique. La morale est intéressante dans la mesure où elle sert à éclairer l'action politique. En dehors de ça, quelle utilité ça peut avoir, on ne sait trop. Nombre d'historiens de la littérature se sont accordés donc à voir en Bacon le père fondateur du genre. Permettez-moi d'être en désaccord avec eux, mais on retiendra ça. Et si vous le lisez quelque part, ne faites pas de syncope. C'est un commentaire qui revient assez souvent. Mais il faut admettre que l'œuvre est complexe, diverse, instable dans sa construction, provocatrice même, et qu'elle participe souvent davantage de l'écriture polémique, je dirais, que familière. Si on a fait de Bacon le modèle du plain style anglais, du style simple anglais, il reste qu'on n'est pas du tout dans le même registre que Montaigne. Montaigne qui pratique le genre familier, c'est-à-dire ce style conversationnel, détendu, relaxé. Là, on a quelque chose de plus guindé, même si c'est écrit simplement. C'est un style qui se veut plus sérieux, plus professionnel, celui du philosophe, qui, même s'il écrit avec un registre assez bas, sans surcharger son texte de métaphore, est quand même plus proche de l'expression logique, rhétorique, formelle que du style conversationnel. Si la philosophie s'appuie sur le traité, le plus souvent livré en latin, elle développe ses modes mineurs à travers Bacon, en tout cas dans l'essai. Parce que Bacon va publier aussi des traités philosophiques plus sérieux, professionnels, comme son Novum Organum, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est publié en 1620. Ça, c'est un traité immense, extrêmement ambitieux, où il entreprend ni plus ni moins de remettre Aristote à sa place, de refaire l'organum d'Aristote. Alors, le titre fait référence à ça. Le Novum Organum, c'est le nouvel organon
C'est Aristote revu et corrigé par Bacon. C'est quand même gonflé de s'en prendre à une autorité aussi considérable, de dire non, il avait rien compris. Je vous explique comment on doit faire la logique, comment on doit pratiquer la logique. Alors, c'est assez gonflé, ça vous dit beaucoup de l'ego de l'homme, et ça, c'est une forme vraiment professionnelle. Lui, il envisage l'essai comme une façon pour le philosophe de développer, donc, sur un mode mineur, une réflexion beaucoup moins systématique. Et là-dessus, il rejoint Montaigne, effectivement, l'essai est moins systématique. Mais les essais, il les conçoit vraiment dans une perspective qui participe davantage de l'aphorisme d'abord, même si après il les développe, que de la tradition montaignienne. C'est ce qui explique ce schisme, cette scission, cette tradition qui va dans une direction différente. La structure du recueil elle-même va déterminer la fortune du genre pour l'Angleterre. L'édition des sujets fournit une matrice à qui voudra écrire des essais. On va dire, ah ben oui, on va faire comme lui dorénavant. Quand on publie un recueil d'essais, on va s'employer à l'amender dans des publications postérieures. On va rajouter des essais, à intercaler des chapitres, et ça va devenir un modèle. Montaigne l'avait fait aussi à sa manière, mais c'est plutôt du côté de Bacon qu'on va se tourner pour l'émulation. Le recueil de textes courts permet d'échapper à l'unité du propos qui était caractéristique du traité philosophique, c'est-à-dire que quand on parle du Novum Organum, un traité de logique, il y a un seul sujet, on parle de la logique. Mais quand on écrit des essais, un recueil d'essais, on peut parler de toutes sortes de sujets. On n'est pas limité. On peut parler de l'amitié, on peut parler du droit, on peut parler de la religion. Il y a plein de possibilités qu'on ne peut pas aborder de la même façon dans un traité philosophique en bonne et due forme, comme le Novum Organum. Plus largement, donc, on retiendra que, oui, j'ai sauté une diapositive. Alors, si la philosophie s'appuie sur le traité, elle développe ses modes mineurs par l'essai. J'ai oublié celle-là. Mais plus largement, on dira enfin que les essais ont contribué à définir l'un des idéaux de l'écriture anglaise. Alors, le modèle par excellence du style en Angleterre, ça va devenir Bacon, et pour plus d'une génération. On va s'employer à imiter sa prose parce qu'on la considère comme vraiment d'une pureté formelle là, admirable. Et c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on va qualifier le plain style anglais. Les essais de Bacon sont l'archétype du plain style anglais, qui n'est pas sans faire penser à certains égards au style classique français. Sauf que le style classique français est nettement plus proche du conversationnel. Il est capable de dépouillement. Il est très simple, le style conversationnel, au niveau stylistique, au niveau du vocabulaire, tout, c'est assez bas, mais il conserve une certaine chaleur, une certaine expressivité que le plain style anglais n'a pas préservé néanmoins, pour les raisons que l'on connaît. Bacon dédaignait la subjectivité et son style en témoigne. Tout ce qui est éminemment subjectif en est écarté. Alors, ça devient quelque chose d'un peu froid comme expression par rapport au style conversationnel français, celui pratiqué par les moralistes au XVIIe, XVIIIe siècle. Là. Le nombre de rééditions de l'ouvrage en entier atteste de la fortune exceptionnelle du recueil. Je n'ai pas le détail, mais ça a été réédité un nombre impressionnant de fois au XVIIe, au XVIIIe et encore aujourd'hui. On peut lire très, très facilement et trouver facilement les essais de Bacon un peu partout. Ça demeure une référence incontournable pour le monde anglais. Étrangement, on le lit et on le commente très peu en français. Vous ne verrez pas beaucoup d'études chez les francophones qui portent sur Bacon. C'est pas du tout la référence, mais pour le monde anglais, c'est comme pour Shakespeare, c'est un dieu et on lui doit toute révérence et toute considération et on continue à parler de sa pertinence, de la pertinence de son travail encore aujourd'hui. Moi, je pense que c'est moins lisible aujourd'hui que les essais, même si la langue est plus facile, il reste que c'est des considérations plus datées que Montaigne encore. Alors, l'autre essai dont je vais vous parler très rapidement, qui va contribuer à la vogue anglaise, parce que, bien sûr, il y a Bacon qui s'approprie un petit peu la forme en 1597, mais très rapidement, en 1603, il y a un recueil qui est publié, qui n'est pas un recueil original. C'est en fait une traduction. C'est John Florio qui va traduire les essais de Montaigne. Mais il essaie de donner un aperçu
de la forme à travers le titre et il se dit, si j'intitule ça simplement Essays, les gens ne comprendront pas. Ça ne veut rien dire Essays. Et de toute façon, il y a déjà Bacon qui a publié Essays on Civil Councils. Il va essayer de donner un titre qui va être plus facile à comprendre pour les Anglais. C'est pour ça qu'il va ajouter des éléments, des thèmes abordés par Montaigne en disant Essays on Moral, Politic and Military Discourses. Et on s'étonne de voir ça. Discours militaire, ah ben oui, si on y pense bien, le premier livre des essais est obsédé par les guerres, les grands guerriers, comment on se rend, comment on négocie, qui était le plus grand stratège militaire entre Alexandre et Jules César. Et à bien penser, si on devait résumer, là, c'est quoi les thèmes essentiels abordés par Montaigne, on dirait que le discours militaire, les questions militaires sont assez importantes. Politique et la morale aussi. Rien n'est dit du reste, mais ça ratisse assez large, morale, politique. Il n'y a pas d'éléments qui ont trait à la subjectivité, à l'autoportrait, mais pas non plus dans le titre original des Essais de Montaigne, hein, qui est assez laconique. Essai. Essai de quoi? Essai de mon jugement, essai de moi-même, de mes capacités. Mais ça, le public anglais ne pouvait pas le déduire. Cette publication, elle est majeure parce qu'elle va introduire Montaigne chez les Anglais. Et on pourrait penser que, du coup, tout le monde va comprendre l'intérêt de Montaigne et délaisser l'imitation de Bacon pour plutôt s'aligner sur lui. Mais non, c'est pas ce qui est arrivé, tout à fait. Il y en a pour qui ça a été un texte déterminant. Et parmi ceux-là, William Shakespeare, qui a lu Montaigne probablement dans la traduction de Fleuriot. On pense qu'il parlait très bien français et qu'il aurait pu le lire aussi dans le français original, mais très certainement, il a dû le relire au moins dans la langue anglaise. L'édition était disponible vraiment un peu partout. Elle a connu plusieurs, en fait, réimpressions et on ne peut pas l'ignorer. Cette réédition-là. Seulement, il faut admettre que c'est pas ce modèle-là qu'on va choisir d'imiter. Même si ça circule, même si on reconnaît le mérite de Montaigne pour la pensée, on critique son égotisme. Chez les Anglais, qui sont très attachés aux formalités, on trouve que cet égotisme, cet égocentrisme est détestable. Et on s'emploie plutôt à le fuir. Et c'est malheureux, si vous voulez mon avis, parce que c'est la partie la plus intéressante, à mon sens, de l'essai. Le genre va connaître, à partir de la publication de Fleuriot et des rééditions de Bacon, un succès extraordinaire en Angleterre. Un succès d'autant plus retentissant qu'il fait paraître la tradition française pour insignifiante en comparaison du nombre de publications. Il y a des textes en France qui sont publiés sous le titre d'essai, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se publie en Angleterre, et en nombre et en profondeur. Vous avez tour à tour des textes qui vont se revendiquer, donc explicitement la forme. Essays Moral and Theological en 1609, Satirical Essays en 1615, Essays of Certain Paradoxes en 1616, Essays upon the Five Senses en 1620, New Essays and Character. Et ça, c'est juste une poignée de titres. Il y en a beaucoup plus que ça encore. Et ça n'existait pas, cette catégorie générique avant. Tout d'un coup, ça devient incontournable. À cause de Bacon, à cause de Fleuriot, on voit là les possibilités de la forme, puis on entreprend d'exploiter. Assurément, ces essais sont pour la plupart très différents de ceux de Montaigne. Leur style est didactique, sentencieux, sec, froid, comme le plain style anglais, c'est l'être, et vise la plupart du temps un public limité, un public de politique, de gens impliqués dans la politique, de courtisans qui cherchent à avancer dans leur carrière et qui cherchent à comprendre comment obtenir des avantages, finalement, sonnant et trébuchant, à travers un manuel qui les guiderait dans leur carrière. Ces essais n'ont rien en commun, bref, avec l'aimable français, haut en couleur, capricieux et ouvert à tous les aspects de l'être humain qui était Montaigne. Cela dit, il y en a quand même pour se rapprocher de ce que Montaigne a fait. Et parmi ceux-là, on peut citer les essais de William Cornwallis et ceux de Abraham Cowley. Alors, l'essai de William Cornwallis, première édition de 1600, édition définitive en 1637, témoigne de la même conscience littéraire que Montaigne. L'essai de Cornwallis, c'est Essays of Certain Paradoxes,
connaît son édition ultime en 1616, en 1637, pardon, première édition en 1600, une autre édition en 1616 et une édition définitive en 1637. Et l'autre essayiste qui ressemble beaucoup à Montaigne dans sa pratique, c'est Abraham Cowley, donc qui écrit Essays of Myself. Et là, le titre est très éloquent. Tout de suite, là, au lieu de dire sur les discours militaires, les délibérations politiques civiles, tout de suite, il dit à propos de moi. C'est moi qui suis l'objet de mon livre. Alors, tout de suite, on est en territoire familier, on comprend qu'il a lu et pratiqué Montaigne et a compris l'intérêt de sa pratique. Et il réussit, d'ailleurs, à travers ça, à éviter la sécheresse des autres essayistes de l'époque. En parlant de lui, il le fait avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'humanité et ne tombe pas dans le travers de l'ouvrage doctrinal, donneur de leçons. C'est vraiment une réflexion là, personnelle où il ne prétend pas dire aux gens comment mener leur existence. Il fait juste part de ce que lui a observé tout simplement. On avance et on admet qu'il y en a bien plus que ce qu'on vient d'évoquer. Il faudrait, si on avait le temps, parler de John Locke, de David Hume, de ses essais philosophiques majeurs en Human Understanding, qui ont été si déterminants pour l'évolution de la philosophie. Mais on doit passer outre, on doit parler de la France éventuellement. Retenez que la production vraiment explose au 17e, 18e siècle. On va vraiment publier là, des centaines et des centaines d'essais sur toutes sortes de sujets, souvent politiques, souvent philosophiques, mais quand même. Et dans un texte consacré aux essayistes, le Sainte-Beuve français, je l'appelle le Sainte-Beuve français, William Hazlitt, parce que, le Sainte-Beuve anglais plutôt, parce que, un peu à la manière de Sainte-Beuve, qui est un grand critique littéraire du 19e siècle, contemporain de Victor Hugo, dont il a souvent jugé les textes, qui n'était pas un ami avec lui à un certain moment de sa vie. Il est un critique littéraire, d'abord et avant tout. Il est essayiste lui-même, mais c'est un critique littéraire qui a commenté le travail des autres et qui nous a fourni quelque chose de très précieux pour notre réflexion. Il a établi une espèce de typologie à cette époque, donc au 18e, au tournant du 18e, 19e siècle. Il va proposer une typologie qui est née de ses observations sur la pratique des essayistes périodiques. L'essai est un genre tellement important en Angleterre qu'à un moment donné, on se met à publier des essais dans les journaux. C'est le début d'une confusion nouvelle entre ce qui va devenir plus tard la chronique et l'essai dans la tradition que l'on connaît. Aujourd'hui, on dit, ben oui, qu'est-ce qui distingue un essai comme... on peut en lire chez Montaigne d'un texte de Richard Martineau, par exemple. On a soulevé la question plus tôt. On a dit que les chroniques, par exemple, radiophoniques de notre écrivain haïtien, Daniel Ferrer, merci, sont des chroniques tantôt et tantôt des essais. Du moment qu'ils sont mis en recueil et publiés, ça devient des essais. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux formes? Hazlitt réfléchit là-dessus et c'est intéressant pour nous de voir comment s'est développée cette habitude de publier des textes courts, méditatifs, réflexifs, qui vont devenir éventuellement des chroniques, des éditoriaux et dans d'autres traditions vont se maintenir sous la forme méditative, réflexive, philosophique que l'on connaît, mais qui sont pas sans rapport. À bien des égards, il y a des points convergents. Je dirais que ce qui les distingue, pour répéter un truc que j'ai déjà dit dans des cours précédents, c'est que la chronique est davantage préoccupée de l'ici maintenant, alors que l'essai soulève des questions qui engagent vraiment des enjeux plus larges, des enjeux universels et atemporels. Alors que Martineau va écrire sur telle loi qu'on essaie de passer au Parlement, sur le foulard porté par des professeurs envers et contre tous, alors qu'on a un règlement qui l'interdit. Donc, on est dans l'actualité et ça condamne le texte à l'éphémère. En disant ce texte-là, il est illisible généralement. Alors que l'essai, il peut être lu 100 ans après, garder toute sa pertinence encore. Même si, des fois, il parle de choses dont on ne comprend pas le contexte, l'essentiel du propos demeure à prétention universelle et intemporelle. Alors, dans ce texte consacré aux essayistes, On the Periodical Essayist, et quand on dit periodical, c'est donc les journalistes, les essais publiés par des journalistes ou des essais publiés dans des journaux.
William Hazlitt retrace la généalogie de l'essai et en analyse la forme. Il fait un peu le travail à ma place, c'est-à-dire qu'il réfléchit à cet héritage de la pratique essayistique anglaise et en tire des conséquences. Il commence par citer Bacon. Hein. Pour lui, c'est la référence incontournable. Pour Hazlitt, qui cite Bacon, l'essai mobilise les ressources de l'esprit et les applique aux affaires des hommes. L'essai, c'est ce genre qui utilise toutes les ressources de l'intellect pour réfléchir aux affaires des hommes. Et quand on dit affaires des hommes, on pense à la conduite politique, civile, la vie en société. Encore une fois, c'est une limitation des possibilités de l'essai. L'essai, Montaigne nous l'a montré, est capable d'autres choses aussi que de parler de trucs politiques. Mais pour les Anglais, c'est presque son seul domaine. Il ne relève d'aucune science ou discipline identifiée. Il n'y a pas une science en particulier à laquelle on pourrait le rattacher. On ne peut pas dire que ça relève de la philosophie de manière exclusive. Ça touche à la philosophie, mais ce n'est pas que ça. On ne peut pas dire que ça relève non plus de manière exclusive de la théologie, même si ça peut parler de théologie. Il n'y a pas vraiment de science unique à laquelle on pourrait rapporter l'essai. Donc, c'est une pratique qui déborde le cadre scientifique traditionnel et qui touche un peu à tous les aspects là, des sciences humaines, à tout le moins. Il entretient l'essai une familiarité avec le monde, dans la mesure où il enregistre les actions des hommes à travers cette perspective de spectateur de la vie. Le philosophe, l'essayiste, réfléchit au comportement des hommes et consigne ça par écrit, s'interroge sur les motivations des hommes, qu'est-ce qui les fait agir ainsi, met en relief leurs caprices, s'attache à la variété de leurs entreprises, à souligner comment les actions des hommes sont diverses en raison, en motivation, tourne en ridicule aussi leur absurdité. Les essayistes aiment bien fustiger le ridicule et les inconséquences des hommes et dévoiler leurs incohérences. Alors, c'est un peu comme ça qu'il conçoit ça, ce rapport de familiarité avec le monde, c'est-à-dire que l'essayiste, c'est quelqu'un qui a observé attentivement le monde, il comprend comment le monde fonctionne. Et il sait en rendre compte avec beaucoup d'à-propos et parfois avec un certain cynisme, avec une certaine ironie, voire avec sarcasme, parce que l'homme est plein de ridicule. L'essai refuse tout dogmatisme. Là-dessus, il rejoint Montaigne. Parce qu'on a vu que l'essai n'avait pas la prétention d'avoir raison et d'être absolu. Même quand il est prescriptif, même quand il dit qu'on devrait faire les choses d'une façon, il admet qu'on pourrait les faire aussi autrement. Mais il défend une idée, il défend un parti pris d'une certaine façon. Il entre dans un registre polémique, mais jamais pour affirmer de manière catégorique qu'il n'existe pas d'autre vérité possible que celle qui est énoncée. Donc, il refuse tout dogmatisme. C'est pas totalitaire comme posture. Il y a quand même toujours un peu d'ouverture derrière tout ça. Il construit sa théorie à partir des faits. Ses généralisations en se fondant sur le détail. Il faut se rappeler qu'on dit de Bacon qu'il est le père de l'empirisme et de la méthode scientifique, qu'il a contribué grandement, en tout cas, à donner son crédit à la méthode scientifique. Et c'est une méthode qui se base sur des faits, des expériences, et qui tire des conclusions à partir de ces expériences. Ces généralisations sont faites en se fondant sur les détails observés. Alors, il construit une théorie, oui, pour la tradition anglaise, peut-être, moins pour la tradition française. C'est pas quelque chose d'aussi systématique, en tout cas chez Montaigne. Il examine la vie des hommes dans tous ses recoins. Avant de prétendre distinguer le bien du mal, l'essai s'interroge quand même sur l'homme, mais toujours l'homme comme animal politique d'abord et avant tout, jamais l'homme dans son intimité, en tout cas pas dans la tradition anglaise, pour la plupart du temps. Et l'essai est à la morale et aux manières ce que la méthode expérimentale est à la philosophie naturelle, en quelque sorte. Les essayistes ne sont pas, pour Hazlitt, des moralistes, alors que dans la tradition française, c'est tout le contraire. Les essayistes sont des moralistes, d'abord et avant tout.
Les essayistes ne sont pas des moralistes, explique Hazlitt, mais plutôt des historiens de la morale. Nuance intéressante. Ils parlent de morale, eux autres aussi, mais dans le sens d'une mise en perspective historique de l'évolution de celle-ci. Alors que les moralistes français ne prétendent pas en faire l'histoire, en faire la généalogie, se contentent simplement d'être des spectateurs de la vie qui font état de leurs observations et des conséquences qui découlent de celle-ci. Alors, on peut tirer des constats de nos observations et on peut présumer de ce qui risque d'arriver si tel comportement aberrant est reproduit à l'infini. Pour Hazlitt, l'essai commence avec Montaigne, au moins, en l'un qui reconnaît à César ce qui revient à César. Mais c'est la tradition anglaise, notamment, qui le retrace, même s'il admet que Montaigne est l'inventeur du genre et que Bacon avait tort de vouloir le déposséder de ce titre. C'est quand même tout l'héritage anglais qui est convoqué ici, qui est passé en revue. Oui, c'est clair? Je pense qu'on devait comprendre pourquoi Francis Bacon a réagi comme ça, mais ça fait partie de son caractère. Votre micro est coincé dans votre manteau et on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Je disais qu'on devait comprendre la position de Francis Bacon parce que dans son caractère, il est faux. Lui qui donne la morale, qui dit, il donne des maximes, il faut se comporter comme ceci, il faut se comporter comme cela, mais son parcours n'est pas édifiant. On sait qu'il a été homme politique, corrompu, ainsi de suite, mais pour moi, c'est comme un usurpateur. Oui, effectivement, il y a quelque chose de l'imposture, hein? Qu'un grand philosophe soit par ailleurs un homme, je ne dirais pas médiocre, il a fait de grandes choses, mais convaincu de corruption, avec des aventures sulfureuses. Et quand on le force à admettre tous ces crimes comme ça au Parlement, c'est avec une plus grande menace. Hein? C'est pour dire, si tu ne craches pas le morceau, nous, on va cracher quelque chose d'encore plus croustillant sur ton compte. On va t'accuser de sodomie. Parce que M. Bacon, qui était marié par ailleurs, aimait bien les hommes et on aurait voulu le déshonorer sur la place publique en disant que non seulement il trompait sa femme, mais il trompait sa femme avec des hommes. Donc, le moindre mal, c'était d'admettre tous ces crimes qui, au moins, épargnaient sa réputation. Et ils l'ont pas accusé de sodomie, qui est une accusation générique, hein, ça peut toucher toutes sortes de choses, là, et pas seulement ce à quoi on pense. Quand on dit sodomie, c'est tout sexe qui est contre nature, entre guillemets. Là. Même le sexe oral est considéré comme de la sodomie. Allez comprendre pourquoi. Alors, ce type, effectivement, n'est pas le prototype du philosophe exemplaire, là, un homme moral, respectable, qui vit comme ce qu'il prêche, là. Et c'est important quand tu veux être crédible d'avoir une vie qui est en accord avec tes propos. Ce que tu dis. À Montaigne, on peut reprocher bien des choses, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir été un fourbe, un lâche, un traître, un homme qui n'a pas été fidèle à sa parole. Et quand il a il a commis des fautes, il se les a reprochées lui-même. Il s'est accusé assez bien lui-même qu'on lui pardonne plus volontiers. Effectivement, il y a quelque chose de l'imposture chez Bacon qui peut porter discrédit à son œuvre, mais ça, la tradition n'en fait pas de cas. Il n'y a personne chez les Anglais pour s'offusquer de la vie, du parcours de Bacon. On l'excuse volontiers pour la grandeur de son œuvre, alors qu'on pourrait avoir des réserves, effectivement. Oui? Je ne suis pas sûre d'avoir compris le dernier point de la diapositive. L'essai est à la morale et aux manières ce que la méthode expérimentale est à la philosophie naturelle. Comment traduire ça en des mots simples? La méthode expérimentale est importante pour la philosophie naturelle parce qu'on veut déduire qu'il existe une telle chose qu'une philosophie naturelle. Et si on procède par raison, si on réfléchit, on va découvrir des principes universels là, qui sont vrais pour tout le monde. Alors, en utilisant la logique, par l'induction, par la déduction, on va arriver à des vérités universelles sur lesquelles on pourrait tous s'entendre. Alors, la méthode expérimentale, elle est importante pour l'établissement d'une philosophie naturelle. Et de même, l'essai est important pour nous permettre d'établir une morale.
d'expliquer comment on devrait se comporter en société, comment on devrait régler ses manières, finalement. On peut procéder de la même façon. L'essai est une propédeutique ou est une voie de réflexion privilégiée pour ordonner sa conduite, finalement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait l'expliquer. Mais ça demeure effectivement un peu abscon comme formulation. On retrace donc dans les textes de Hazlitt sur les periodical essayistes des éléments de typologie qui sont précieux pour nous, même si c'est basé surtout sur la tradition anglaise. Et il souligne le mérite de la descendance de Montaigne en Angleterre en parlant par exemple d'auteurs comme Steele, Addison, Hawkesworth, Goldsmith, des gens que je connais pas du tout, je les ai pas lus, mais pour Hazlitt, c'est vraiment des références. Ceux-là, ben, ils sont tributaires directement de Montaigne. Allez voir un jour, là, du côté de Steele, Addison, Hawkesworth et Goldsmith, il paraît qu'ils sont tributaires de Montaigne. Moi, je ne sais pas, je les ai pas lus. Hazlitt lui-même se reconnaît tributaire de Montaigne. Il a fréquenté Bacon, mais reconnaît aussi l'intérêt de Montaigne. Alors, c'est un grand admirateur de Bacon, mais il reconnaît l'importance du fondateur de l'essai. Il dessine une tradition anglaise qui sera reprise par nombre de critiques jusqu'au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il avance l'idée, au final, que l'essai, c'est d'abord un genre anglais. Oui, les Français l'ont inventé, mais c'est les Anglais qui l'ont porté à son comble, à son plus haut degré d'achèvement. Alors, c'est comme ça que se conclut son propos et c'est devenu un lieu commun. Pour les Anglais, aujourd'hui, les seuls essais intéressants, vraiment de conséquences, sont les essais anglais. Les essayistes français n'ont pas fait grand-chose. Mettez un essayiste anglais ou enfin un intellectuel anglais au défi de nommer des essayistes français, il va s'arrêter à 2-3 probablement, là, et il ne les fréquente pas nécessairement beaucoup. Vraiment, les références sont plutôt du côté anglais. Voilà, on en est ici. On serait au deuxième point, les métamorphoses classiques. On va commencer ça. J'ai encore une fois sauté une diapositive. Hazlitt retrace la tradition du periodical essayist, contributeur régulier à la publication périodique. On vous l'a compris, c'est des essais qui sont publiés dans les journaux et mentionne les noms de Steele, Addison, Hawkesworth, Goldsmith et lui-même comme étant tributaire de cette tradition qui origine chez Montaigne. Ça complète le point numéro 1. Et avant d'aller à la pause, je voudrais quand même commencer un petit peu notre topo sur les métamorphoses classiques pour être bien certain qu'on va aller jusqu'au bout. En commençant par dire que si Montaigne est l'inventeur du genre, Bacon est celui qui l'a parachevé quand même, il faut le reconnaître, en 1597 et en même temps compliqué avec ses essais en Counsel, Civil and Moral par cette tension qu'il induit entre une pratique finalement réflexive très subjective chez Montaigne et une pratique détachée, objective chez lui. Alors, cette tension-là, elle est fondatrice parce qu'elle explique vraiment le schisme des deux traditions et pourquoi aujourd'hui l'essai, la plupart du temps pratiqué par les Anglais, ressemble à rien de ce qu'on a vu chez Montaigne. Alors, ça commence là. Œuvre d'une vie consubstantielle à son auteur ou analyse préalable et récurrente menée parallèlement à l'entreprise philosophique. On pourrait départager les deux comme ça, dire Montaigne, d'une part, c'est l'œuvre d'une vie qui est l'image de soi, qui est l'image de son auteur. Il le dit lui-même, mon texte est consubstantiel à moi. On ne peut pas séparer Montaigne des essais et les essais de Montaigne. Alors que dans le cas de Bacon, il s'agit d'analyse préalable pour servir finalement son grand œuvre. Et le grand œuvre, c'est le Novum Organum. C'est comme un brouillon qui vise à alimenter sa réflexion pour la préparation du Novum Organum, qui est publié plus tard, justement. Alors, toute l'histoire de l'essai découle de cette tension fondatrice et il faudra retenir ça dans la suite de mon propos. En France, l'essai survit essentiellement à travers la tradition moraliste qui va adopter très rapidement la même posture que chez Montaigne, celle de spectateur de la vie. Alors, au départ, je l'ai dit, on fait tout et n'importe quoi avec les essais. On reprend le titre,
mais ça va être des essais de mathématiques, ça va être des essais de théologie, ça va être des essais qui n'ont rien à voir avec l'essai, dans la mesure où vous pourriez mettre un autre titre et ça marcherait très bien, là, mais essai, ici, est employé à tort et à travers. C'est vraiment pour capitaliser sur la mode, parce que ce titre-là a fait vendre beaucoup. On se dit, on va prendre un titre en vogue, mais on n'a rien compris de ce que c'est. Quand on lit ces essais de théologie ou essais mathématiques, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la pratique montaignienne. Alors, il survit l'essai à travers la tradition moraliste qui, paradoxalement, elle ne va pas se revendiquer explicitement de l'essai. C'est-à-dire que la plupart des moralistes, dont La Rochefoucauld, vont publier des textes qui jamais ne s'appellent pas Maxime, mais essais. Je dis Maxime parce que La Rochefoucauld est l'auteur de recueils de Maxime, qui auraient très bien pu être des recueils d'essais. Mais c'est comme si on ne voulait pas vraiment se réclamer de Montaigne explicitement, même si on le lit, même si on le fréquente assidûment. Tous ces auteurs dont on va parler sont des grands lecteurs de Montaigne, sont vraiment férus de Montaigne, le connaissent sur le bout des doigts, le citent constamment, mais sans le citer, comme s'il y avait une gêne à reprendre ce qu'il a fait, comme si on perdait un peu de son panache, de son originalité, quand on avouait ses emprunts. Et les emprunts, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de réflexions chez La Rochefoucauld, chez Pascal, chez Descartes, qui sont directement issues de leur lecture, de leur fréquentation de Montaigne. Un moraliste est un écrivain qui propose sous une forme souvent discontinue, c'est pas systématique, c'est pas comme un philosophe qui, lui, va vraiment écrire des traités avec un plan organisé. Un moraliste, lui, c'est un écrivain plus informel qui, sous forme discontinue, propose des réflexions sur les mœurs. Essentiellement, c'est ce qu'on pourrait dire. Si on devait définir un moraliste autrement que par cette étiquette de spectateur de la vie, on dirait que c'est quelqu'un qui réfléchit aux mœurs et partage ses observations à travers ses écrits. Au sens étymologique du latin moris, c'est-à-dire ce qui renvoie aux usages et coutumes humaines, les us et coutumes humaines. C'est ce qui intéresse le moraliste. Le moraliste, il traite de tout ce qui est humain dans les usages, les façons de vivre, les caractères propres à l'homme. En somme, les actions, les comportements des hommes sont le champ d'investigation du moraliste. L'écriture moraliste se caractérise souvent par le choix d'une forme discontinue. Dans ce sens, c'est assez compatible avec l'essai, qui était une forme discontinue où on aborde un sujet, après ça, on change d'essai et on aborde un tout autre sujet, et c'est jamais un exposé continu comme celui de Bacon dans son traité de logique où on ne parle que d'un seul objet, la logique. Là, on peut parler de tous les sujets à la fois. Ça va dans tous les sens. Si vous avez déjà lu les Maximes de La Rochefoucauld, ça va dans tous les sens aussi. Il réfléchit sur un sujet, et puis sur un autre, et puis sur un autre, et puis sur un autre. Souvent dans des formes très, très brèves. La Maxime, qui est une sentence morale, qui est un condensé de sagesse, d'observation sagace sur l'existence, sur le comportement des hommes, justement. Et cette forme discontinue fuit le systématisme, hein, puis ça en fait gloire. On n'est pas des philosophes, on n'est pas des professionnels, on fait juste partager avec vous nos impressions. Et on cherche à le faire de manière vraiment nonchalante. L'essai montagnien, on s'en souvient, procédait à sauts et à gambades sans obéir à une organisation préétablie. C'est comme ça que Montaigne aimait les écrire et en multipliant les digressions. Mais il en va de même pour les pensées de Blaise Pascal, qui sont faits de fragments. La collection de Maxime chez La Rochefoucauld, le choix des fables chez La Fontaine. Comment est-ce que La Fontaine entreprend de discuter de morale sous une forme allégorique, finalement, à travers les fables, ces récits d'animaux qui, bien sûr, représentent des hommes. Hein. Je vous apprends rien en vous disant que la fable du renard et du corbeau est une réflexion morale sur les hommes. Maître Corbeau, dans un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Bon, on aura compris, hein, c'est pas le corbeau, c'est l'homme qui est représenté à travers ça, et le renard représente un homme aussi. Et à travers les fables, les grands de ce monde, on sait que quand il est question du lion, il s'agit en fait d'une figuration du roi, et que c'est un discours à peine voilé, où on se permet de critiquer l'ordre sociétal sans trop s'exposer, même si c'est assez simple de comprendre que le lion, c'est le roi et tout ce qu'on dit concerne le roi. Il reste qu'en général, on ménage, on donne un beau rôle au lion.
et le moins beau rôle aux animaux les moins nobles, comme par exemple l'âne, sur qui on criera à haro dans les animaux malades de la peste. C'est à lui que revient la responsabilité de cette peste qui frappe les animaux, parce qu'il s'avoue coupable d'une peccadille. Il dit dans la fable qu'il aurait mangé un brin d'herbe, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Alors, tous les autres animaux se sont accusés de crimes épouvantables. Lui, s'accuse du crime le plus banal, mais c'est lui qu'on va condamner. Alors, ces formes, comme la fable, comme la maxime, comme les pensées, sont des formes fragmentaires, discontinues, mais qui permettent d'aborder d'un chapitre à l'autre, finalement, d'une fable à l'autre, d'une maxime à l'autre, des considérations morales diverses et très riches de sens. Le moraliste conteste la posture d'autorité du philosophe, en fait. Ce qu'il veut faire, c'est tout le contraire du philosophe. Il ne veut pas dire moi, j'ai tout compris, moi, je suis un homme parfait et je vais vous enseigner à être parfait. Ça, c'est la posture de Bacon, qui prétend être un guide, un homme exemplaire, mais qui, dans les faits, ne l'est pas. Le moraliste, lui, sait qu'il n'est pas exemplaire, il ne prétend pas être parfait, mais il dit je réfléchis avec vous à ce qui serait idéal comme comportement. Alors, les La Rochefoucauld de ce monde ne sont pas des hommes sans faille. Au contraire, il avait bien des défauts. Montaigne aussi avait bien des défauts, mais il réfléchit avec nous à ce que c'est que ces défauts et comment on peut s'amender ensemble et quelles fautes sont graves, quelles fautes sont moins graves. Voilà. Alors, c'est la posture d'autorité que le moralisateur rejette. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme le philosophe en train de donner des leçons, ou le théologien ou ces autres écrivains professionnels. C'est pas un donneur de leçons. C'est pas ce qu'il entend faire. Il entend simplement réfléchir librement à ces données sur la morale. On va prendre une pause bien méritée ici et on va reprendre et terminer notre propos tout à l'heure dans 15 petites minutes. Nous voici de retour de la pause où on avait commencé le point sur les métamorphoses classiques juste avant et on poursuit, on termine là-dessus rapidement au pas de course. On dira du moraliste qu'il privilégie une attitude descriptive finalement. Le moraliste refuse le discours construit qui serait celui du philosophe, le discours construit, systématique, démonstratif et prescriptif. Alors, c'est ce qui distingue un Jean de La Fontaine, un Descartes même, un Pascal de philosophes comme Bacon, par exemple, ou d'autres français et anglais qui ont une approche plus démonstrative, plus prescriptive. Le choix de la forme discontinue, qui est celle privilégiée par les moralistes, comme par Montaigne, soit en privilégiant le désordre, soit en valorisant la brièveté, comme on le voit chez La Rochefoucauld, chez La Bruyère, dans son traité des caractères, rend compte de la complexité du réel, mieux que ne saurait le faire un traité systématique. C'est là une manière pour les moralistes de rendre compte précisément de cette vérité qui est toujours mouvante, qui n'est jamais arrêtée de manière définitive, de cette posture sceptique qui était celle des gens de Montaigne, où on est appelé à suspendre son jugement, on ne peut pas trancher parce qu'on n'est jamais certain d'avoir saisi tout à fait son objet. Le moraliste rend compte de l'ambiguïté nouvelle des signes et des comportements. Il se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qu'on aurait tort de vouloir trancher là, une fois pour toutes sur telle ou telle question. En fait, il y a toujours quelque chose de nouveau à dire, à rajouter, une perspective inédite qu'on n'a pas envisagée. Et si on rattache justement Montaigne à ce corpus, c'est d'une part parce qu'il a lui-même inventé cette posture de spectateur de la vie, mais aussi d'autre part parce que les essais constituent pour le XVIIe siècle tout entier le livre de chevet par excellence. Tout le monde l'a lu. Au XVIIe siècle, là, tous ceux dont on parle à présent, les Saint-Évremont, les Rochefoucauld, les Pascal et autres, ont lu pratiquement Montaigne et s'y réfèrent constamment, pas toujours de manière explicite, mais au moins de manière implicite. Les essais, donc, ont nourri la tradition des moralistes français, dont les plus grandes figures sont La Rochefoucauld, La Fontaine, mais aussi Pierre Nicole, qui est l'auteur d'un essai de morale. Voici encore quelqu'un dont
l'intertexte est très nettement montagnien. Jacques Esprit et son traité sur la fausseté des vertus humaines, c'est un autre moraliste célèbre du XVIIe siècle. Saint-Évremont qui compose des dissertations. Et là, c'est intéressant parce que s'il y a quelque chose qui est antithétique comme forme par rapport à l'essai, c'est bien la dissertation, de par son systématisme, de par sa forme vraiment régulière. Mais Saint-Évremont a une pratique de la dissertation qui est beaucoup plus proche de l'essai, qui est très informelle, justement. Alors, c'est beau de voir ce paradoxe-là sous sa plume. Ou le Descartes des passions de l'âme, par exemple, qui est beaucoup plus proche de la manière essayistique que du traité traditionnel. Pour la seule époque correspondant au siècle de Louis XIV, on a répertorié plus de 600 écrivains moralistes qu'on considère là, comme des moralistes. Là. Plus de 600. C'est pas toujours des écrivains majeurs, c'est pas toujours des Descartes, c'est pas toujours des Pascal, mais il y a au moins 600 écrivains qui vont publier plus de 600 titres. Là. Souvent, c'est plusieurs recueils ou ouvrages qui participent de cette tradition moraliste. On comprend donc que c'est une forme majeure. C'est un genre qui est très pratiqué, même s'il revêt des formes différentes. Il y a des variations dans la manière de faire, mais tout ça participe à bien des égards de la tradition inaugurée par Montaigne. On peut considérer que le moraliste connaît donc son heure de gloire à l'époque classique. C'est là qu'on va publier le plus grand nombre de manuels, de recueils. Je ne sais trop comment les qualifier. J'allais dire traités, mais c'est certainement un traité informel. C'est certainement pas un traité au sens traditionnel du terme. Il va céder sa place, le moraliste, plus tard, au 19e siècle, aux sociologues et aux psychologues. Alors, si on suit l'évolution de cette tradition, à partir du 19e siècle, le moraliste cède sa place donc aux sociologues et aux psychologues qui se réclament d'un savoir scientifique. Eux vont être beaucoup plus méthodiques, beaucoup plus systématiques dans leur démarche, mais au fond, ce sont toujours déjà des spectateurs de la vie. Quand on pense aux sociologues aujourd'hui, quel est son objet? Ben, il réfléchit sur la société. Il observe des comportements, il observe les us et coutumes de ses contemporains ou d'une époque plus ou moins éloignée et en tire des conséquences. De même, le psychologue va observer l'homme singulièrement, un homme en particulier, et réfléchir à certains comportements et à rapporter ça à la collectivité pour en déduire des choses suivant la méthode scientifique souvent. En ne saisissant pas le rapport polémique qu'entretient le moraliste au discours philosophique, le 19e siècle a souvent assimilé les moralistes à une branche de la philosophie. Le 19e siècle pense que les moralistes, finalement, c'est des philosophes. Et c'est une erreur fondamentale qui les amène eux-mêmes à orienter leur pratique de manière plus professionnelle. Parce que pour eux, le moraliste, c'était juste un avatar du philosophe, en fin de compte. Mais le moraliste ne voulait pas être un professionnel, alors que le psychologue, le sociologue vont embrasser l'aspect systématique professionnel de leur réflexion. Alors voilà comment ils se détachent de cette tradition-là. Ils en sont tributaires, mais ils vont rejoindre plutôt le rôle traditionnel du penseur, du philosophe qui est donneur de leçons. C'est l'aboutissement ultime de cette tradition moraliste dont on a dit peu de choses en somme, là, mais qu'on survole à peine, mais dont on va retenir un auteur en particulier. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement. En fait, deux, Pascal et Descartes. Pascal d'abord. Les pensées, je l'ai dit dans un séminaire précédent, sont les fragments d'un projet plus vaste, plus ambitieux que Pascal avait d'entreprendre, avait l'idée d'entreprendre. Il voulait écrire une apologie du christianisme, c'est-à-dire une défense du christianisme, montrer comment le christianisme est une religion formidable, fondée en raison, qui a toutes les vertus et qui devrait s'imposer à l'évidence comme la seule religion des gens d'esprit. Alors, il commence par écrire des fragments qu'il rassemble, qu'il va de façon un peu particulière coudre sur son manteau. Si on peut lire les pensées aujourd'hui, c'est parce qu'il a ramassé tous ces petits fragments puis il les a cousus sur son manteau et qu'à sa mort, on a pu relever ces fragments, les ordonner, les classer par thème.
Lui, il l'avait pas fait nécessairement, et ça va devenir les pensées telles qu'on peut les lire aujourd'hui. C'est des bouts de son manteau, finalement, des pièces détachées qu'il avait gardées, des notes, comme on peut faire ça, nous, des notes dans des carnets. Lui, il écrivait ça sur des bouts de papier, puis il cousait ça dans son manteau pour les avoir toujours près de lui, peut-être pour épater la galerie en regardant dans son manteau et en sortant des réflexions comme ça. Ça prend cette forme-là d'abord, forme fragmentaire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'essai, sinon que l'essai peut être fragmentaire volontairement, mais on comprend qu'au départ, c'était un traité, un véritable traité qu'il voulait écrire. C'est par accident que c'est devenu des essais, les pensées de Pascal. C'est par accident dans la mesure où ça a été reçu et lu comme tel par la postérité. Mais ce n'était pas son intention première. Il ne voulait pas écrire un recueil d'essais. Il ne voulait pas écrire des fragments. Il voulait écrire, ça c'était des brouillons finalement, des ébauches de son ouvrage qui devait être une apologie du christianisme. Mais quel accident heureux pour nous de voir quand même Pascal retrouver une forme assez naturellement proche de l'essai, en fin de compte. Elle ne se rattache, ces pensées, au genre que du fait de leur inachèvement à la mort de Pascal. S'il les avait achevées, ces pensées, ça ne serait pas des essais. On ne pourrait pas les lire, les considérer comme des essais. Le projet initial, apologétique, était donc doté d'une forme organisée et démonstrative qui était à des lieux de l'essai, qui aurait procédé d'une posture moins moraliste et plus philosophe. C'est par sa fragmentation et par son caractère inachevé qu'elle renonce au dogmatisme et à l'affirmation catégorique, finalement. Alors, on a un extrait ici des pensées qui nous donne une idée un petit peu de ce ton méditatif, de cette réflexion en mouvement qui rappelle Montaigne, moins la subjectivité, parce que Pascal est beaucoup moins subjectif. Il l'est à sa manière, mais c'est une subjectivité qui possède par le style plutôt que par l'utilisation du pronom personnel. C'est cette partie décevante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l'était infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, il y a quand même des jeux, hein. Je parle des plus sages, et c'est parmi eux que l'imagination a le grand don de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Ce qu'on remarque qui inscrit Pascal dans la filiation de Montaigne, c'est son goût pour la formule, son goût pour la prose poétique. On disait de l'essai à un moment donné qu'on pourrait quasiment proposer la définition de poème en prose. Il y a une recherche formelle chez Pascal qui, sans verser dans la poésie, ou en tout cas, est riche en figures. On sent que le style est important là, dans l'expression. Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer pour montrer combien elle peut en toutes choses, elle a établi dans l'homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses saints, ses malades, ses riches, ses pauvres. On voit l'accumulation, les parallélismes, les figures de construction. Elle fait croire, douter, nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages. Et rien ne nous dépite davantage que de voir qu'elle remplit ses hôtes d'une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. On n'est pas loin d'une expression comme on pouvait la retrouver chez Montaigne. On sent une parenté là, indéniable par cet accent mis sur le style. Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec empire et disputent avec hardiesse et confiance, les autres avec crainte et défiance. Et cette gaieté de visage leur donne souvent l'avantage dans l'opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur auprès des juges de même nature. On la sent bien, cette posture de spectateur de la vie. On voit les observations qu'il fait de la société et les constats qu'il en tire. Mais il n'est pas dans la prescription. Il n'est pas en train de nous dire comment on doit ordonner notre vie. Il n'est pas dans la philosophie pure. Elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux, à l'envi de la raison qui ne peut rendre ses amis que misérables, l'une les couvrant de gloire, l'autre de honte. Encore une fois, figure de construction, parallélisme, on se croirait chez Montaigne, qui dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante. Combien toutes les richesses de la terre, on voit comment la réflexion se déploie au fil de l'écriture, combien toutes les richesses de la terre sont insuffisantes sans son consentement. Ne diriez-vous pas
que ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple se gouverne par une raison pure et sublime et qui juge des choses dans leur nature sans s'arrêter à ces vaines circonstances qui ne blessent que l'imagination des faibles? Voyez-le entrer dans un sermon où il apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidité de sa raison par l'ardeur de sa charité. Bon, je ne lirai pas tout, mais vous avez compris assez facilement la part que prend le style dans tout ça et les points communs avec Montaigne. Les méditations philosophiques maintenant de Descartes, puisqu'il faut avancer, sont d'une classe à part. Il s'agit ici de narrer le cheminement d'une réflexion plutôt que d'exposer un traité qui constituerait un ensemble de raisonnements déductifs. Descartes entreprend de faire un peu comme il a fait avec le discours de la méthode, de raconter sous forme d'un récit comment il en est venu à ses idées. Il retrace, vraiment, il fait une narration de son cheminement d'une réflexion plutôt que de l'exposer méthodiquement comme le ferait un philosophe. Ce qui rend ça extrêmement intéressant, donne un ton familier, conversationnel à l'exposer. Un philosophe nous présente son expérience, il nous appartient de refaire la même et non pas seulement de lire l'œuvre comme un simple manuel. On va voir rapidement un exemple de ces méditations métaphysiques et on va voir le ton qui n'est pas celui du philosophe traditionnel. La méditation que je fis hier, on est dans la narration, il nous fait le récit d'une méditation antérieure, m'a rempli l'esprit de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je les pourrais résoudre. Et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m'efforcerai néanmoins et suivrai de rechef la même voie où j'étais entré hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux. Et je continuerai toujours dans ce chemin jusqu'à ce que j'aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins si je ne puis autre chose, jusqu'à ce que j'aie appris certainement qu'il n'y a rien au monde de certain. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût fixe et assuré. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde, avait-il dit. Hein. Ainsi, j'aurai droit de concevoir de hautes espérances si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable. Il se met en scène abondamment, mais pas le Descartes intime. C'est le Descartes homme auquel on peut se rapporter, homme générique, et qui fait le détail, qui fait la narration de son parcours, son cheminement, comment il est arrivé à ces constatations, pour nous inviter à faire le même cheminement pour arriver au même constat, ni plus ni moins. Et dans un style, encore une fois, où l'expression est assez soignée. On n'est pas dans le style le plus dépouillé qui soit. On n'est pas dans le plain style anglais. Et là, encore, je vais passer outre parce qu'on pourrait se perdre dans tous les détails de commentaires de ça, puis on a trop de choses à dire encore pour s'attarder plus longuement. Mais on comprendra que en somme, est moraliste au XVIIe siècle, tout individu qui écrit au sujet des mœurs et de l'homme, sans pour autant adopter la forme du traité philosophique, sans souci de système ou de démonstration. Ce qui ferait de lui un philosophe à ce moment-là. Alors, c'est le philosophe en marge de la philosophie, c'est le philosophe non systématique, c'est le philosophe en robe de chambre, finalement. Le point commun entre les moralistes classiques réside dans l'utilisation d'une forme brève, la plupart du temps, qu'elle soit la maxime, que ce soit le fragment, que ce soit l'aphorisme. Ils ont en commun d'avoir pratiqué cette forme fragmentaire qui était chère déjà à Montaigne. Ses essais volontiers prenaient des formes brèves. Et c'est là-dessus peut-être qu'il y a point de convergence, c'est là qu'ils se rassemblent, qu'ils se ressemblent. La Fontaine, La Rochefoucauld, Pascal, Descartes ont pratiqué des formes souvent très brèves et fragmentaires. On enchaîne avec le dernier point, l'essai au temps des Lumières. Et là, il nous faut encore une fois procéder rapidement. On fait un survol d'un siècle très riche en contributions et on va s'arrêter essentiellement à l'œuvre de quelques auteurs, alors que c'est un peu injuste parce qu'ils sont très nombreux à avoir fait des choses de conséquence, mais le format du cours nous limite un peu. Le 18e siècle
est reconnu comme étant le siècle de la raison. Quand on parle des Lumières, c'est pour désigner les lumières de la raison qui vont éclairer le monde et le sauver de la fin qui le menace. Sinon, si la raison ne rétablit pas l'ordre, si la lumière ne règne pas ne brille pas sur le monde court à sa perte. Alors, on a beaucoup d'espoir, on croit au progrès à cette époque et on va y travailler au progrès à travers les publications nombreuses. C'est une époque exceptionnellement florissante pour toutes les formes d'exposés engagés et qu'il s'agisse de traités, de discours, de dictionnaires, d'essais, d'encyclopédies. La réflexion des philosophes des Lumières va être davantage sociale que personnelle. Alors, ce qu'on va dire des auteurs dans les prochaines minutes, c'est que finalement, ils ont une pratique de l'essai quand c'est carrément un essai, parce que c'est pas souvent ça. Souvent, ça va prendre une facture essayistique ou en partie, ça va ressembler à l'essai, mais ça va jamais être aussi personnel que ce l'était chez Montaigne. On remarque chez les auteurs du 17e comme du 18e siècle une subjectivité mise entre parenthèses davantage. Et même chez Rousseau, qui parle beaucoup au jeu, on ne va pas dans les catégories de l'intime autant qu'on a pu le faire chez Montaigne. Mais Rousseau est celui qui s'en est le plus approché, c'est certain. Dans cette période de remise en question, on rêve de changer le monde. On reprend les grandes questions soulevées notamment par Montaigne sur la justice, la liberté, l'égalité, l'esclavage, l'éducation, tous ces sujets brassés qui étaient chers à Montaigne, tout en posant un regard critique sur la société qui est celle du XVIIIe siècle, une société absolutiste dont on conteste la légitimité. Et ce n'est pas un hasard si ça va finir sur une évolution en 1789. Voltaire, parmi d'autres, va dénoncer les abus politiques et religieux dans ses écrits. Montesquieu fera la même chose. Alors, le XVIIIe siècle constitue une période exceptionnellement florissante pour toutes les formes d'exposés engagés. Je citais à l'instant Voltaire pour évoquer notamment son traité sur la tolérance, publié en 1763 et qui est né de l'affaire, des suites de l'affaire Jean Calas, où on a accusé à tort un homme d'avoir assassiné son fils sous prétexte qu'il s'était converti au catholicisme. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le fils ne s'était pas, s'était converti, mais ne s'est pas fait tuer par son père et s'est suicidé. Mais on a voulu accabler son père parce qu'il était protestant de la responsabilité de tout ça, puis on lui a fait un procès injuste. Et Voltaire a réfléchi au fondement de la tolérance et de l'intolérance finalement, et comment la religion fout le bordel un peu partout. Et en a fait un essai très intéressant, donc et très lourd de conséquences et riche en ironie, comme il sait si bien la pratiquer et la manier. Et ça et d'autres choses, il nous faut encore parler. Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des lois en 1748, réfléchit quant à lui sur le droit, l'histoire, la science politique. Vous voyez quels sont les champs d'investigation de l'essai au 18e siècle. C'est encore plutôt tourné vers des enjeux d'histoire, comme chez Montaigne, mais de politique, évidemment, un peu à la manière de la tradition anglaise, quoique Montaigne aussi admettait des considérations politiques, sur le droit, encore davantage, à travers les différents portraits de gouvernement qu'il va contester sans pitié. Alors, il s'intéresse à la tyrannie, il s'intéresse au monarchisme et à la légitimité de ces formes de pouvoir pour les remettre en question, justement, et se demander quelle serait la meilleure forme de gouvernement. Et le constat auquel il aboutit, c'est que la République serait la meilleure forme de gouvernement, une République démocratique. Et c'est lui qui est à l'origine de ce modèle qui est très prisé et maintenu à bout de bras par les Américains de séparation des pouvoirs, où aux États-Unis, vous avez le pouvoir exécutif incarné par la présidence, législatif incarné par le Congrès, avec le Sénat d'une part et la Chambre des représentants, et le pouvoir judiciaire qui est incarné par la Cour suprême. Alors pour lui, c'était le gage vraiment d'un règne équitable, d'une société qui serait juste et démocratique et qui ne risquerait pas les dérives totalitaires qu'on a connues avec la tyrannie, la monarchie, etc. Alors, on lui doit beaucoup à Montesquieu et à cet essai considérable, vraiment
très importants là, qui abordent des enjeux historiques, politiques vraiment très, très importants. Rousseau, à sa suite, va condamner la société et la propriété privée qui le rend responsable du malheur des hommes. Dans son fameux discours sur l'origine des fondements et l'inégalité parmi les hommes, publié en 1755, il rentre vraiment dans le vif du sujet et c'est un réquisitoire, c'est un discours qui prend une forme polémique et qui montre que l'essai se détache de sa tendance première, c'est-à-dire que chez Montaigne, c'était un discours en dehors de la polémique, mais au XVIIIe siècle, l'essai va revêtir une forme volontairement, délibérément et volontiers polémique. Alors, il y a un décalage, un changement de registre qui est un peu contre nature parce que l'essai, c'est ce texte qui refuse de s'engager de façon prosélyte, si on veut, qui évite le point de vue totalitaire, totalisant. J'ai raison, vous avez tort, mais c'est la forme qu'il revêt au XVIIIe siècle. Rousseau entre dans la polémique, dans la liste délibérative, dans la joute, pour dire « j'ai raison, vous avez tort ». Ce n'est pas la posture qu'on retrouve chez Montaigne. Il suspend son jugement, il est dans le doute constamment. Pas Rousseau. Rousseau ne doute pas. Rousseau est convaincu d'avoir raison. Voltaire aussi. Bien sûr, la passion pour l'essai se manifeste également à travers l'encyclopédie. J'ai nommé rapidement des gens qui ont collaboré avec l'encyclopédie, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ce sont les grands contributeurs. Mais les encyclopédistes en général, Diderot, d'Alembert, qui sont les artisans premiers de ce projet grandiose, ne sont pas des essayistes d'abord et avant tout. Ils donnent dans la prose essayiste, mais c'est un peu par accident, c'est pas délibérément. Et même s'il y a énormément d'éléments qui relèvent de l'essai dans l'encyclopédie, on ne peut pas réduire un article d'encyclopédie à la forme essayistique. On ne peut pas dire ah, cet article est un essai. Non, c'est un article d'encyclopédie qui se trouve adopter souvent le ton de l'essai. Et ce qui nous surprend et déstabilise le plus quand on lit l'encyclopédie, c'est à quel point c'est éminemment subjectif. Aujourd'hui, on ne tolérerait pas ça. Vous prenez l'encyclopédie Wikipédia, s'il y avait quelqu'un qui se permettait des commentaires éditoriaux comme on voit dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on dirait, mais effacez-moi ça, ça n'a pas sa place. L'encyclopédie, ça doit être objective. Elle ne peut pas être subjective. Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, elle est éminemment subjective par endroits, et c'est là qu'elle retrouve peut-être davantage justement la forme essayistique. Il y a beaucoup de passages où on est très près dans le ton, dans la forme, dans le style informel, conversationnel de la prose essayistique. Alors, ça participe du désir de questionner l'époque et l'homme pour mieux se comprendre soi-même. Et c'est ça qui est au cœur du projet. Hein. On veut réfléchir à ce qu'est l'homme, ce qui le fait fonctionner anatomiquement, biologiquement, intellectuellement, moralement. Et c'est ça l'objet premier de l'enquête, et c'est une réflexion anthropologique, un peu comme au cœur des essais de Montaigne. L'esprit essayiste y est assurément présent, mais c'est pas toujours la forme essayiste qui est empruntée. On dirait que l'esprit y est, mais la forme, pas tout à fait. On retiendra la distinction, encore une fois, entre les philosophes et les essayistes, qui n'est pas une distinction aisée, parce que les philosophes peuvent très bien donner dans l'essai et les essayistes peuvent très bien donner dans la philosophie. Mais la quête qui motive ces penseurs sera incontestablement celle de tous les encyclopédistes. Il se trouve qu'intituler un ouvrage « Essai » revient simplement à revendiquer une liberté d'examen. C'est-à-dire qu'il va y avoir des philosophes pour écrire des traités qui s'intitulent « Essai », mais qui sont quand même des traités de philosophie, qui sont quand même systématiques. Mais à partir du moment où on donne le titre « Essai », c'est comme si on se donnait carte blanche pour dire les choses plus librement, avec plus de souplesse au niveau de la forme, certainement, pour écrire ne serait-ce qu'en langue vernaculaire, parce que normalement, un traité philosophique, ça s'écrivait en latin. Alors, du moment qu'on dit « essai », là, c'est admissible de l'écrire en anglais ou en français. Et ça nous donne cette latitude de traiter de façon superficielle de certains sujets qui, normalement, auraient appelé un traitement plus systématique. Parmi les textes les plus célèbres de la littérature essayistique dans le domaine de la philosophie politique figurent, entre autres, les textes de Rousseau. On ne va pas tous les passer en revue,
On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le cadre des exposés, qui sait, mais certainement, il faudrait mettre dans l'ordre le discours sur les lettres et les arts qui paraît avant le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, parmi les grands textes de Rousseau qui participent à bien des égards à la forme essayistique. Ce sont pas des essais. Déjà, par le titre discours, par leur inscription dans la liste délibérative, dans la joute oratoire, la confrontation dans la polémique, ce ne sont pas des essais proprement parlés, mais en même temps, quand on les lit, on voit bien qu'il y a une réflexion, une méditation qui se déploie au fur et à mesure de l'écriture et qui procède à bien des égards de la prose essayistique. Il y a une parenté indéniable, une contamination, une transposition, je ne sais trop, une hybridité, certainement, mais c'est particulièrement sensible. Ces textes, le discours sur les sciences, en fait, c'est sur les sciences et les arts, je ne sais pas pourquoi c'est écrit les lettres, c'est peut-être les sciences, les lettres et les arts, en fait, mais qui relève de l'essai, même s'il n'en porte pas le nom. L'occasion lui vient d'écrire ça d'un concours. On pose la question à l'Académie de Dijon, est-ce que les lettres, les arts et les sciences ont contribué au progrès de l'humain? Et le premier réflexe de Rousseau, c'est de dire, oui, bien évidemment, et il veut le montrer, sauf qu'à l'occasion d'une visite de son ami Diderot, qui est à cette époque emprisonné à Vincennes, parce qu'il a écrit un texte qui a déplu aux puissants, Lettre sur les aveugles à l'intention de ceux qui voient. Diderot lui dit, mais ça serait beaucoup plus payant de prendre le parti contraire. Moi, si j'étais toi, Jean-Jacques, je participerais au concours, mais pour dire non, les lettres et les arts et les sciences ont perverti l'homme, n'ont pas contribué à son progrès. Ça serait beaucoup plus winner comme posture. Jean-Jacques part avec l'idée, c'est intéressant. Et habile écrivain qu'il est, va défendre la thèse contraire à celle qui est attendue par les membres de l'Académie. Tout le monde allait dans le sens, bien sûr, de l'évidence. Bien sûr que les lettres et les arts ont contribué au progrès humain et va gagner le concours, finalement, par cette posture paradoxale qu'il défend brillamment. Il est tellement bon, Rousseau, qu'il vous fait douter vous-même. Vous pouvez être convaincu comme moi qu'on doit beaucoup aux lettres et aux arts, mais ou au théâtre, par exemple, parce qu'il écrit une lettre à D'Alembert sur le théâtre où il dit que le théâtre est dangereux, qu'on devrait interdire le théâtre. Moi, je suis un amateur de théâtre, un fan de théâtre, mais Rousseau est tellement habile qu'il y a des moments où je suis d'accord avec lui. Je dis, non, quelle aberration. Mais non, il ne faut pas interdire le théâtre. Mais là, je le lis encore, puis je retombe dans le travers d'adhérer à sa pensée tellement il est efficace. C'est assez formidable de le lire et de le suivre dans ses pensées. Et il y a beaucoup de l'essai là-dedans, même si ça a quelque chose de plus systématique, bien sûr, écrit dans le cadre d'un concours, dans le cadre d'une polémique, d'un débat. On comprend que c'est à partir d'un autre registre rhétorique. Sachant que le public auquel il s'adresse est repu de traités austères, Voltaire va mettre en scène ses idées en les plaçant plutôt sous le signe de l'ironie. Alors lui, il ne veut pas faire la philosophie comme on en faisait traditionnellement, des traités vraiment systématiques, abscons, lourds, en latin et tout, même s'il aurait été parfaitement capable d'en rédiger. Il est assez savant pour ça. Mais lui, il préfère écrire de façon plus souple, conversationnelle, de véritables essais qui vont jouir d'un succès phénoménal. Alors, il écrit des essais fleuves, son essai sur la tolérance, son essai sur les mœurs, c'est des centaines et des centaines de pages, là, voire des milliers, ça dépend de l'édition. C'est vraiment très, très long. On n'est pas dans le fragment chez Voltaire. Il a une faconde intarissable, il peut écrire vraiment avec abondance. Et Voltaire est convaincu que l'ironie est une arme efficace qui permet de dénoncer l'injustice des hommes, l'absurdité du monde à travers son discours. Déiste tantôt dans ses essais philosophiques, ceux antérieurs à 1750, puis matérialiste par la suite, en lutte ouverte avec le christianisme, il va écrire plusieurs choses, dont l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1766, dont on va lire quelques lignes pour se donner une idée, mais pour enchaîner rapidement avec la suite. On va voir jaillir cette ironie dont je parlais tout à l'heure, que j'évoquais à l'instant. Vous voyez comment l'humour est toujours présent chez Voltaire, même quand ça semble tout à fait sérieux. L'opinion de la migration des âmes. Alors, la migration, c'est l'idée de
la métempsychose de la réincarnation, entre autres, là, il aborde cette question-là dans son essai sur les mœurs et l'expérimentation. L'opinion de la migration des âmes conduit naturellement aux métamorphoses, comme nous l'avons déjà vu. Toute idée qui frappe l'imagination et qui vous l'amuse s'étend bientôt par tout le monde. Dès que vous m'avez persuadé que mon âme peut entrer dans le corps d'un cheval, vous n'aurez pas de peine à me faire croire que mon corps peut être changé en cheval aussi. Alors, on voit une manifestation de l'ironie de Voltaire. Mine de rien, il tourne ça au ridicule, cette idée de la réincarnation, chez les bouddhistes notamment, qui admet qu'on peut se réincarner dans d'autres formes, animales même. Alors, si on croit à la métempsychose, à la possibilité pour les âmes de se réincarner, qu'est-ce qui interdit aux âmes de se réincarner dans des formes moindres, inférieures, l'animal, voire l'insecte? Et il tourne ça au ridicule dans son exposé. Ce qui aide beaucoup à croire toutes ces transmutations et tous les prodiges de cette espèce, c'est qu'on ne peut prouver en forme leur impossibilité. Effectivement, c'est dur de dire, mais non, ça ne se peut pas. C'est dur d'apporter des arguments péremptoires, définitifs sur le fait que la réincarnation est impossible. On n'a nul argument à pouvoir alléguer à quiconque vous dira « Un Dieu vint hier chez moi sous la figure d'un beau jeune homme et ma fille accouchera dans 9 mois d'un bel enfant que le Dieu a daigné lui faire. Mon frère, qui a osé en douter, a été changé en loup. Il court et hurle actuellement dans les bois. » Encore une fois, vous voyez comment l'ironie fuse ici. Si la fille accouche, en effet, si l'homme devenu loup vous affirme qu'il a subi en effet cette métamorphose, vous ne pouvez démontrer que la chose n'est pas vraie. Vous n'auriez d'autre ressource que d'assigner devant les juges le jeune homme qui a contrefait le Dieu et fait l'enfant à la demoiselle qu'à faire observer l'oncle loup-garou et à prendre des témoins de son imposture. Mais la famille ne s'exposera pas à cet examen. Elle vous soutiendra avec les prêtres du canton que vous êtes un profane et un ignorant et vous feront voir que puisqu'une chenille est changée en papillon, la métamorphose existe, puisqu'on voit des chenilles devenir des papillons, un homme peut tout aussi aisément être changé en bête et si vous disputez, vous serez déféré à l'inquisition du pays comme un impie qui ne le croit ni au loup-garou ni au Dieu qui engrosse les filles. Encore une fois, c'est mordant d'ironie et c'est tout à fait dans le style de Voltaire, très représentatif de sa manière de traiter les sujets et c'est là que sa subjectivité transparaît. C'est pas en brandissant le jeu à tout crin, c'est pas en étant éminemment tourné vers lui, c'est par la présence de cette subjectivité qui nous traduit ses humeurs et son point de vue. Il condamne ses fadaises à travers ce ridicule qu'il souligne, qu'il met en évidence. Alors, on passe à Diderot. Maintenant, un autre grand auteur du XVIIIe siècle, un autre grand philosophe des Lumières, qui a élaboré une œuvre complexe, se montrant tour à tour théoricien du théâtre. Il a écrit sur le théâtre des choses vraiment très importantes, romancier, critique d'art, essayiste, entre autres choses, et dramaturge. Mais quand on lit son œuvre et même sa correspondance, on se rend compte que la posture essayistique est jamais très loin. Dans tout ce qu'il a fait, son discours théorique sur le théâtre, dans ses articles de l'encyclopédie, il adopte volontiers ce style familier qui est caractéristique de l'essai et cette façon de réfléchir qui est une pensée en mouvement. C'est pour ça que je dirais qu'il est un natural born essayiste lui aussi. C'est le style qui lui vient le plus volontiers, le plus spontanément, le plus facilement. De 1747 à 1772, il va assumer la direction de ce grand projet, ce grand chantier qui est l'encyclopédie, dont il va rédiger de nombreux articles. Et ces articles vraiment procèdent à bien des égards de cet esprit essayistique, de cette posture essayistique. On va voir rapidement un texte qu'il a écrit sur les femmes. Alors déjà, par le titre, ça fait penser un peu à la manière des intitulés de Montaigne. Il écrit sur les femmes en 1772 en prenant un point de vue éminemment subjectif. J'aime Thomas. Je respecte la fierté de son âme et la noblesse de son caractère. C'est un homme de beaucoup d'esprit. C'est un homme de bien. C'est donc pas un homme ordinaire. En jugé par sa dissertation sur les femmes, il parle du texte écrit par Thomas, donc, il n'a pas assez éprouvé une passion que je prise davantage pour les peines dont elle nous console que pour les plaisirs qu'elle nous donne. Il a beaucoup pensé, mais il n'a pas assez senti. Sa tête est tourmentée, mais son cœur est demeuré tranquille. J'aurais écrit avec moins d'impartialité et de sagesse, mais je me serais occupé avec plus d'intérêt. Alors, la posture qu'il prend ici, c'est plutôt la posture du critique. Celle que Lukács, dans son essai, enfin le chapitre que vous avez pu lire dans l'approche de l'essai,
considère comme étant le fondement de l'essai. Pour lui, pour Lukács, l'essai, sa vocation première, c'est la critique. C'est d'être même une critique d'art, en fait. Que ce soit l'art littéraire, que ce soit l'art pictural, le rôle premier de l'essayiste, c'est d'exercer sa pensée critique. Et on trouve un peu la posture limitée dans la définition qu'en donne Lukács. On se dit, oui, mais l'essai peut être tellement autre chose. Mais c'est effectivement le sens aussi que lui aurait donné sans doute volontiers Diderot. Quand il écrit des essais, c'est dans cette perspective de critique. Critique d'art, critique de la société, critique de la science, critique. Cette posture critique, elle est toujours présente là. Alors, c'est intéressant de voir comment il a infléchi cette pratique essayistique et comment cet infléchissement-là va avoir des retombées parce que plusieurs, à sa suite, vont comprendre l'essai comme étant l'affaire, effectivement, d'une critique qu'on doit faire de l'homme, de la société. Et donc, à travers ça, aller plus loin que simplement se contenter d'observer, puisqu'on tombe dans la prescription, puisqu'on tombe dans l'injonction, puisqu'on essaie d'orienter le comportement des autres en conséquence. J'ai écrit avec moi chaleur cela être la nature qui nous rende sentiment pour sentiment et qui soit heureux du bonheur qu'il nous fait. 5 ou 6 pages de verve répandues dans son ouvrage auraient rompu la continuité de ses observations délicates et en aurait fait un ouvrage charmant. Mais il a voulu que son livre ne fût d'aucun sexe et il n'y a malheureusement que trop bien réussi. C'est un hermaphrodite qui n'a ni le nerf de l'homme ni la mollesse de la femme. Cependant, peu de nos écrivains du jour auraient été capables d'un travail où l'on remarque de réédition la raison de la finesse, du style, de l'harmonie, et pas assez de variété, de cette souplesse propre à se prêter à l'infini. Ce qu'on remarque, c'est aussi une certaine recherche stylistique, un certain goût des figures de construction, une certaine liberté dans le ton, une certaine transparence, je ne dirais pas de nonchalance, mais une certaine familiarité certainement qui est caractéristique de l'essai aussi au 18e siècle. Je passe très vite parce que c'est très, très long, mais on retiendra qu'il y a une bonne part de subjectivité là-dedans. Le jeu revient volontiers. On en vient au 19e siècle, très rapidement. On va dire vraiment que quelques mots. Au 19e siècle, l'essai, même sans le nom, parce que, étrangement, on va écrire beaucoup d'essais au 19e siècle sans penser à les intituler ainsi. Peut-être parce qu'il y a une confusion autour du genre, autour de la forme, qui fait qu'on ne sait plus trop bien c'est quoi un essai. On l'a vu chez Montaigne et on croyait avoir compris, mais là, on a vu par la suite des textes s'intituler essais, mais faire tout autre chose que Montaigne. Donc, il y a une espèce de confusion qui fait qu'il y a une espèce de gêne à utiliser le titre, la catégorie, puisqu'on ne la comprend pas. On ne sait pas c'est quoi les limites de ce genre. Mais pourtant, on continue à le pratiquer. On continue à écrire des essais, mais c'est comme si on n'osait pas trop se réclamer du genre. On laisse les critiques se prononcer. Peut-être que c'est un essai. C'est comme Michael Lachance qui vient ici. C'est peut-être un essai que j'ai écrit, L'Enfant de Neptune, je ne suis pas certain. C'est quand même intéressant, cet embarras, que les auteurs d'essais soient eux-mêmes embarrassés à l'idée de l'appartenance potentielle de leur texte. Est-ce que c'est un essai? C'est quoi un essai? C'est tellement dur à définir un essai. C'est quand même gênant qu'on en soit là au 19e siècle. Après avoir écrit tant d'ouvrages, on n'est pas capable de saisir la forme, on n'est pas capable de la circonscrire parce qu'on a perdu de vue les jalons de son évolution. Parce qu'il y a les Anglais qui ont tiré la couverture de leur bord, parce que les Français ont fait tout autre chose, et que Montaigne, là-dedans, ne ressemble ni tout à fait à Pascal, ni tout à fait à Rousseau, à Voltaire, Diderot, et non plus à Bacon et Hazlitt et les autres. Alors, il y a un embarras considérable parce qu'il y a une confusion considérable. Et c'est pour ça que notre séminaire est utile, parce qu'il entreprend de faire le ménage dans tout ça, de démêler le vrai du faux et comment ces traditions se sont croisées, se sont entrecroisées, se sont parfois déchirées et comment du mode familier, détendu, on est passé parfois à un mode polémique, contentieux, chez Rousseau, chez d'autres encore, ou à une forme académique qui vraiment introduisent des tensions dans la compréhension du genre, de la forme, qui n'a pas empêché l'essai de prospérer, néanmoins. Parce que même s'il ne porte pas le nom au 19e siècle d'essai, il semble arriver à maturité, dans la mesure où tous ces possibles se sont actualisés. Toutes les possibilités de la forme, que ce soit sa pratique littéraire, sa spécialisation esthétique, c'est-à-dire l'essai critique, l'essayiste comme critique d'art. La définition qu'en a Lukács, c'est ça, hein, l'essayiste, c'est un critique d'art.
Alors, c'est une espèce de spécialisation esthétique, une limitation vraiment, à mon sens, regrettable de l'essai, parce que l'essai est infiniment plus capable que ça. Hein. Il ne faudrait pas le borner juste à la critique d'art. Il peut faire tellement plus que ça. Mais pour Lukács et pour toute une tradition européenne, c'est ça, l'essai. Et c'est vraiment pour Adorno. Adorno aussi a tendance à réduire l'essai à des considérations esthétiques. Alors, il est capable de verser dans la littérature, dans l'esthétique, dans la philosophie. Il se préoccupe d'histoire. Bref, aucun domaine ne lui échappe. Il est cette forme maîtresse, cette forme capable de toutes les formes, cette forme gigogne, en fait, qui comporte toutes les autres formes en son sein. Et le développement des sciences humaines au 19e siècle lui doit beaucoup, en même temps qu'il ouvre des nouveaux territoires à l'essai. L'essor de la sociologie, par exemple, va faire en sorte qu'on va se mettre à réfléchir et à publier beaucoup sur la société. L'essor de l'anthropologie aussi, de ces disciplines des sciences humaines qui, tout naturellement, vont trouver en l'essai la forme première, la forme par excellence pour s'exprimer, pour publier, pour partager, pour réfléchir, parce que c'est le domaine déjà qu'avait circonscrit Montaigne pour l'essai. Montaigne avait déjà abordé des enjeux anthropologiques, déjà des enjeux sociologiques, et tout naturellement, les sociologues du 19e siècle, quand la discipline est constituée et professionnalisée, quand elle devient l'objet d'un enseignement, d'une formation professionnelle, vont se tourner naturellement vers cette forme qui est tout à fait propre à leur exposer, à leur considération. Voilà, donc, au pas de course, les grandes lignes de l'évolution d'un genre éminemment dynamique qui, sans trop faire parler de lui, parce qu'au 19e siècle, même si on pratique abondamment l'essai, il n'y a pas d'ouvrage qui porte sur l'essai. Il n'y a pas d'ouvrage théorique sur l'essai. Il y a pas, on a beau chercher là, des équivalents d'Hazlitt en France ou en Allemagne, il n'y en a pas vraiment. Donc, il n'y a pas une pratique vraiment réflexive sur la généricité de l'essai. Alors qu'en même temps, paradoxalement, ce genre semble prendre le pas sur toute autre forme de création littéraire. Ça devient le genre le plus pratiqué au monde. Et aujourd'hui encore, je vous mets au défi de me prouver qu'il s'écrit plus de romans ou de recueils de poésie ou de recueils de nouvelles que d'essais. Je peux vous montrer facilement le contraire dans n'importe quelle base de données bibliothécaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages qui partent de la catégorie essai, même quand ce n'est pas explicitement nommé, que des autres formes. Alors, c'est devenu vraiment la forme par excellence de l'expression tout azimut, l'expression littéraire, mais aussi intellectuelle. Et il faut reconnaître vraiment ce succès, en même temps que s'interroger sur le fait que c'est quand même malheureux que jamais personne se soit donné la peine d'en dresser de manière claire et précise l'histoire, la typologie, comme on entreprend de le faire dans ce cours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ouvrage qui fait le boulot à notre place? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'évertue dans le séminaire à refaire cette histoire, à faire cette histoire? C'est parce qu'elle est éminemment complexe, parce qu'elle est éminemment déroutante. Ça convoque tellement de savoir qu'on a patiemment mis en place à travers notre exposé, en parlant de Montaigne, en parlant des anciens, en parlant de toutes sortes de choses, de rhétorique, des genres familiers, délibératifs, épidictiques et tout ça, c'est qu'il faut convoquer tous ces savoirs-là pour être capable de départager les différents éléments qui constituent l'essai. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, cette insistance sur 6, 7, 8 périodes à parler de Montaigne, vraiment, et je m'en excuse encore, c'était parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas arriver à comprendre, à démêler les fils de l'essai, de son histoire, sans passer par là. J'en suis profondément convaincu. Et si on a tant de difficultés à comprendre l'essai aujourd'hui, c'est parce qu'on ferme les yeux sur cet héritage. On néglige de regarder l'histoire de l'essai, son évolution et son statut de générique, c'est-à-dire son appartenance à la rhétorique. Même s'il la rejette explicitement chez Montaigne, c'est rejeter la rhétorique, il l'embrasse par ailleurs, mais sous une forme plus familière, plus relâchée, bien sûr. Alors, je m'arrête là-dessus, un peu essoufflé, et je reste disponible pour répondre éventuellement à vos questions, mais sinon, je vous donne congé et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Voilà.